C'est sûrement la transmigration la plus ridicule de l'histoire. Un homme a transmigré dans un livre de magie et pendant 300 ans, personne ne l'a ouvert. Seul et frustré, il maudit dans la bibliothèque, mais personne ne pouvait l'entendre. Dans cet empire, il y a de nombreux grands mages. Leurs théories sont des cours obligatoires pour chaque étudiant, mais un grimoire devenait fou de plaintes. Ces soi-disant héros et sages étaient tous des idiots. Pour les leur enseigner à l'époque, il avait déployé d'innombrables efforts. Il n'appartenait pas à l'origine à ce monde. Sa mémoire s'est arrêtée avec un accident de voiture. Quand il a rouvert les yeux, il était devenu un grimoire magique, enregistrant un savoir infini. Une fois la panique initiale passée, il a trouvé de la joie à être un livre qui formait des mages et assistait à la naissance de légendes. Les grands noms de l'histoire l'avaient tous tenu entre leurs mains et l'avaient lu. Il suffisait d'ouvrir les pages, et un savoir immense affluerait dans leurs esprits. Face à des monstres féroces, il trouverait instantanément des moyens de les affronter, bien qu'il ait mauvais caractère et réprimanda souvent durement les étudiants. Au fil des milliers d'années, enseigner au génie devint son seul réconfort. Chaque fois qu'un porteur mourait, il était transporté vers un nouvel endroit, mais cette fois, il était resté dormant dans la bibliothèque pendant 300 ans entiers. La solitude d'être ignoré l'avait presque rendu fou. Il priait désespérément en lui-même. « N'importe qui, s'il vous plaît, venez me lire !» À ce moment-là, un garçon cherchant des livres passa devant l'étagère. Bien qu'il sût que l'autre ne pouvait absolument pas l'entendre, le tome magique cria tout de même avec enthousiasme. Seuls ceux qui le touchent ou ont un contrat avec lui peuvent entendre sa voix. Le garçon partit quand même. Au moment où le tome magique perdait espoir, une main se tendit vers l'étagère. Le garçon le saisit avec précision. Le tome magique réprima son excitation et s'exprima d'un ton des plus calmes. Le garçon fut surpris par la voix surgissant de nulle part et regarda autour de lui. Il a révélé sa prestigieuse identité en tant que le légendaire tome de magie, Grimoire. Le garçon, à moitié convaincu, suivit les instructions et ouvrit la couverture. Une lumière dorée éclatante jaillit et les pages s'envolèrent comme des êtres vivants. Un cercle magique se déploya sous les pieds du jeune garçon, reflétant d'innombrables images de son avenir. Ses visions le montraient progresser sans relâche, de simple apprenti jusqu'au statut de grand mage. Le garçon s'effondra lourdement sur le sol, totalement sous le choc de cette scène fantastique. Le tome magique déclara solennellement alors que c'était l'avenir qu'ils allaient construire ensemble. Il allait révéler les talents étonnants du garçon et forger une nouvelle légende. Mais tout cela n'était qu'un mensonge. Il ne décelait aucun talent magique. Ce n'était que de belles paroles pour attirer le garçon à le lire. Cependant, le garçon a dit qu'il ne voulait pas devenir un mage. Son rêve était de devenir un chevalier. Le tome magique se figea instantanément, ressentant une vague de désespoir à l'intérieur. Il demanda urgemment le nom du garçon et apprit qu'il s'appelait Chena. Le tome magique a improvisé et a proposé le concept d'un épéiste magique, expliqua-t-il, maniant une épée d'une main et lançant des sorts de l'autre. C'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? À cet instant précis, un désir ardent commença à apparaître dans les yeux de Chena. Il imaginait cette figure héroïque dans son esprit. Son cœur battait de manière incontrôlable. Épéiste magique, ce titre semblait vraiment à la fois puissant et impressionnant. Le tome magique a frappé au bon moment, l'incitant à rouvrir les pages. Chena s'est exécuté avec enthousiasme. Un cercle magique complexe a émergé des pages. D'anciennes clauses contractuelles sont apparues, annonçant qu'ils seraient liés l'un à l'autre désormais. Un motif unique apparut sur le dos de la main de Chena. Grimoire était intérieurement fou de joie. L'attente de 300 ans avait enfin pris fin. Son jeu de culture pouvait enfin reprendre. Mais Chena fut soudain pris de regret. Il se rappela qu'il venait d'une famille de chevaliers où la magie était taboue. S'il était découvert par sa famille, il pourrait être complètement renvoyé. D'une voix tremblante, il exprima au tome magique son désir de se retirer. La joie de Grimoire se figea, se transformant en rage démesurée. Il gronda avec colère. « As-tu peur des reproches de ton père ?» Chena admit timidement que c'était en partie la raison. 300 ans d'attente réduits à néant ont presque rendu Grimoire fou. Dans sa panique, Chena a pensé à une solution, en proposant d'introduire de nouveaux élèves. Grimoire a froidement brisé son illusion. Le contrat ne pouvait pas être modifié. Tant que le détenteur n'était pas mort, il ne pouvait contracter avec personne d'autre. Il a traité Chena de bâtard. Si tu ne pouvais pas le faire, pourquoi as-tu signé? Chena ne pouvait que s'excuser sans cesse, rempli de culpabilité. Mais rapidement, la culpabilité fut remplacée par une vague de colère d'avoir été dupé. Il réalisa soudain que ce livre l'avait mis sous pression en premier. Il en avait assez et décida de mettre fin à cette farce absurde. Il repoussa le grimoire, le coinçant dans la partie la plus profonde de l'étagère, et, d'une voix glaciale, lui déclara « Si vous avez été capable d'attendre 300 années, vous pouvez bien attendre jusqu'à ma mort. » Le grimoire se mit à hurler contre son dos, qui s'éloignait rapidement, mais il ne parvint absolument pas à l'empêcher de quitter les lieux. Il se força à retrouver son calme et tenta d'utiliser son pouvoir d'autorité. Grimoire lui ordonna de s'arrêter, mais les pas de Chena ne s'interrompirent pas une seule seconde. Grimoire fut pris d'une panique totale. Cela signifiait qu'il allait devoir attendre indéfiniment, encore une fois. Le désespoir et la colère submergèrent sa raison, et il prononça la malédiction la plus cruelle. Il le maudit de tomber immédiatement, de se fracasser la tête et de mourir sur le champ. Dès que ces mots furent prononcés, Chena marcha sur une page tombée. Son pied glissa, il perdit l'équilibre et tomba lourdement au sol. Alors, le sang se répandit. Le garçon aux cheveux noirs gisait dans une mare de sang et ne bougea plus jamais. Ce n'est qu'une demi-heure plus tard que le corps fut découvert. La bibliothèque retrouva le silence la nuit, comme si rien ne s'était passé. Grimoire se sentait partagé. Il y eut une brève pitié, mais plus que cela, c'était de la réticence et de la colère d'avoir attendu 300 ans pour rien. Il commença à fantasmer sur le lieu magnifique où il serait transporté. Bien sûr, ça pourrait aussi être la maison puante d'un pauvre. De toute façon, ça devait être mieux que cette maudite étagère. À ce moment-là, des pas clairs résonnèrent dans le silence, puis une serrure fut crochetée. La porte s'ouvrit et une étudiante encapuchonnée se glissa à l'intérieur. Elle avançait prudemment avec un objectif clair, ce n'était pas une voleuse ordinaire. Elle se déplaçait rapidement entre de hautes étagères, cherchant apparemment quelque chose. Une pensée traversa l'esprit de Grimoire. Me cherchait-elle? Il réalisa soudain que les cloches de minuit allaient sonner. Le moment du transport approchait, dans 1 minute. Une panique immense le saisit. Il ne pouvait pas rater cette chance. Il utilisa toutes ses forces pour envoyer un appel silencieux à cette silhouette. « S'il vous plaît, regardez par ici, lis-moi !» Au dernier moment, la jeune fille sembla percevoir quelque chose et se retourna. Son regard se posa sur lui et elle se précipita vers lui. Sa main se tendit vers la tranche. Les 12 coups de midi sonnèrent, pile à l'heure.
Grimoire soupira intérieurement. Soupir. Dans le même chapitre, il avait accueilli son deuxième contractant. Après que la tension fut passée, la fille poussa un soupir de soulagement. Grimoire était secrètement alarmée. Elle pouvait en fait éviter toute surveillance pour entrer dans la bibliothèque. Le tome magique émit soudainement de la lumière. Un jeune homme apparut de l'intérieur. Il demanda le nom de la jeune fille. La jeune fille répondit doucement que son nom était Rayleigh, mais qu'elle n'avait pas de nom de famille. Grimoire devint curieux et lui demanda comment elle l'avait trouvée. Ce qui l'intriguait le plus, c'est qu'elle pouvait entendre ses pensées. C'était une fluctuation que seuls les contractants ou les êtres spéciaux pouvaient percevoir. Rayleigh, elle aussi, semblait déconcertée. Elle a affirmé l'avoir simplement entendu alors qu'elle se promenait sans but. Cette réponse souleva d'énormes vagues dans le cœur de Grimoire. Une hypothèse se forma dans son esprit. Cette fille pouvait-elle posséder une affinité de mana comparable à celle des dragons? Ce talent de génie, 1 sur 10 000 parmi les humains, était peut-être juste là, devant lui. Si cela s'avérait exact, elle deviendrait la plus grande apprentie que l'histoire ait jamais connue. Il lui tapota légèrement le nez, puis se présenta solennellement, déclarant qu'il ferait d'elle une grande mage légendaire. Après cela, Rayleigh le reconduisit jusqu'au dortoir. Grimoire remarqua les lits inoccupés et demanda où se trouvèrent les autres. Rayleigh répondit calmement que ses colocataires étaient toutes parties pour les fêtes. Grimoire réalisa que Rayleigh tentait de dissimuler son passé. En tant que son professeur, il lui demanda de lui raconter en détail. Rayleigh baissa les yeux et raconta sa terrible enfance. D'aussi loin qu'elle se souvienne, elle avait été réduite à l'outil numéro 2 de la guilde des voleurs. Dans la même situation se trouvait un garçon appelé numéro 1. Année après année, elle luttait pour survivre à des missions dangereuses. Cependant, la crasse de cet environnement n'épargnait jamais les plus faibles. Ses regards avides dirigés vers elle devenaient de plus en plus dégoûtants. Pour se protéger, elle utilisa le sang de quelqu'un d'autre comme un avertissement. Mais la peur ne pouvait pas éliminer le désir. Le harcèlement la suivait toujours comme une ombre. Finalement, la fuite s'est imposée comme l'unique solution. Grimoire l'avait bien compris. Quelqu'un a dû découvrir son talent et l'envoyer à cette académie d'élite comme recrue spéciale. Il s'est souvenu de ses talents d'infiltration, une marque laissée par sa vie de voleuse. Puis il a demandé avec inquiétude si elle était victime d'intimidation à l'académie. Gaulier fit une pause et mentionna le nom d'un noble qui lui avait apporté son aide. Grimoire lui promit de l'aider à laisser une trace indélébile dans l'histoire. Un cri rauque a soudain retenti devant la porte, brisant cette brève paix. Les colocataires juraient et demandaient pourquoi la porte était verrouillée, sans endroit où dormir. Grimoire était stupéfait. C'était tout l'opposé de ce qu'elle venait de dire. Il comprit soudain que ce qu'elle avait dit plus tôt n'était sans doute que des mensonges. 3 filles arrogantes ont fait irruption. Au lever du jour, la leçon à sens unique s'est enfin terminée. Grimoire regarda les bosses sur sa tête, causés par les coups reçus, et se sentit très mal à l'aise. Mais Rayleigh fit semblant que rien ne s'était passé, déclarant que leur force n'était que celle de Fleur de Serre. Il poussa un soupir et lui demanda pourquoi elle ne se défendait jamais. Rayleigh sourit avec amertume. Riposter face à des nobles ne ferait qu'assurer son expulsion. Grimoire a souligné la contradiction fondamentale. Dans un tel environnement, où trouve-t-on le temps d'étudier? Seuls 2 chemins s'offraient à elle. Il lui exposa clairement le pour et le contre. La première consistait à endurer le harcèlement en échange d'un avenir prometteur à l'académie. La seconde était de tout abandonner, d'embrasser la liberté, mais aussi un avenir incertain. Rayleigh réfléchit pendant longtemps et donna sa réponse. Les formalités de retrait furent d'une rapidité surprenante. Moins de 3 minutes, et l'affaire était réglée. Rayleigh fut surprise de constater que seule elle pouvait voir la forme humaine de Grimoire. Il lui expliqua que ce n'était qu'une simple illusion pour faciliter la communication. Puis il soupira, disant que quitter l'académie était assez regrettable. Les artefacts divins obtenus lors de la compétition annuelle de l'arène ici, les potions spéciales réservées aux étudiants remarquables, tant de privilèges et de ressources, seraient maintenant hors de leur portée. Rayleigh fronça les sourcils, se plaignant qu'il ne l'ait pas dit plus tôt. Grimoire pensa qu'elle regrettait de partir, mais elle secoua la tête. C'était juste que l'entrepôt et le portail étaient opposés, ce qui l'obligeait à faire un détour. Grimoire fut momentanément confus, ne comprenant pas ce qu'elle voulait dire. Rayleigh demanda d'un ton très neutre s'il ne lui disait pas d'aller s'emparer de ces choses. Avec son talent et grâce à son enseignement, ses récompenses seraient siennes, tôt ou tard. Alors maintenant, elle reprenait juste ses futures possessions à l'avance. Ils arrivèrent à une sortie de secours cachée. Une bifurcation apparut devant eux. Rayleigh admit qu'elle ne connaissait pas la direction. Grimoire a décidé de lui enseigner la magie de recherche de voix. Rayleigh a dit qu'elle l'avait apprise à l'académie, puis l'a démontrée sur place. La lumière bleue explorait dans différentes directions, révélant des pièges sur la gauche et une impasse sur la droite. Elle tira sa conclusion avec une grande assurance et demanda son évaluation. Grimoire affirma qu'elle avait la capacité, mais il souligna également le problème. Sa magie était beaucoup trop conventionnelle, contrainte par des règles médiocres. Il voulait qu'elle se libère et qu'elle pense d'une manière plus excellente. Il l'aidait à déployer sa puissance magique dans plusieurs directions simultanément, lui enseignant à maintenir sa concentration et à repérer chaque particule de magie. Rayleigh ferma les yeux et se concentra de toutes ses forces. Au moment où il lui demanda de visualiser ces particules, elle ouvrit soudain les yeux. Une carte complète de tout le chemin apparut instantanément et clairement dans son esprit. Au crépuscule, ils avaient embarqué sur un navire et laissé l'académie derrière eux. Le sac de Rayleigh était rempli de potions et d'objets collectés à l'avance. Grimoire la regarda, le cœur rempli de soulagement et d'anticipation. 300 ans d'attente lui avaient enfin apporté un voyage gratuit et une apprentie extraordinaire. Mais il devait quand même poser cette question essentielle. Elle avait quitté l'école uniquement pour étudier la magie à ses côtés. Quel était son véritable but derrière tout ça? Le grand incendie, enfoui au plus profond de sa mémoire, faisait toujours rage dans les rêves de Rayleigh. Des flammes ardentes et brûlantes dévoraient, sans merci, ce qui fut jadis leur refuge secret. Les cris et les suppliques de pitié étaient complètement étouffés par le bruit des explosions. Une main la saisit, l'attirant désespérément vers la vie, vers la survie. Elle regarda en arrière, horrifiée, cette mer de flammes qui s'était transformée en enfer. Une silhouette résolue se dressait dans la lumière des flammes, bloquant tout danger pour eux. Cette image est devenue son cauchemar, la hantant d'innombrables jours et nuits durant. En réponse à la question de Grimoire, elle a reconnu qu'elle devait absolument devenir plus forte. Grimoire a aisément décelé la vérité qui se cachait derrière cette détermination. C'était clairement la flamme vengeresse qui brûlait tranquillement dans son regard. Rayleigh baissa la tête, acceptant silencieusement cette lourde réponse. Grimoire était curieux et voulait connaître tous les détails de la tragédie, mais il savait bien que révéler les cicatrices d'autrui n'était pas plaisant. De plus, son enfance était pleine d'ombre et devait être encore plus amère. Il pouvait apprendre lentement.
Il n'y avait pas lieu de se précipiter pour toucher ses blessures. Cependant, Rayleigh releva la tête et lui renvoya la question sans hésiter. Elle désirait ardemment savoir pourquoi il s'efforçait tant de former des mages. Grimoire fut plongé dans un court moment de silence. C'était l'histoire de 1000 années d'emprisonnement et de rédemption. Mais finalement, il fournit une réponse pleine de cynisme. Il affirma que tout cela n'était dû qu'au simple fait qu'il y prenait plaisir. En retournant à leur logement temporaire, Rayleigh se rappela leur véritable prédicament. Elle s'était retirée précipitamment de l'école et son avenir était soudainement incertain. Grimoire lui rappela que le professeur avait écrit une lettre de recommandation. Rayleigh le chercha et découvrit un nom étrange sur la lettre, la tour Irantis. Grimoire s'interrogea longuement sur cette appellation. Il n'en avait aucune trace en mémoire. Elle ne faisait pas partie des tours célèbres qu'il connaissait. Il pensait que le professeur lui recommanderait l'une des 5 grandes tours de l'Empire. Les tours étaient essentielles pour que les mages accumulent des relations et des ressources. La force seule était loin d'être suffisante. Le capital politique était tout aussi important. La recommandation du professeur l'avait rendu inexplicablement irrité, mais Rayleigh prit la parole à cet instant précis, corrigeant avec soin sa perception des choses. Elle lui expliqua que la tour Irantis était en réalité l'une des 5 grandes tours actuelles de l'Empire. Elle ouvrit alors un lourd grimoire, tentant de le lui faire découvrir. Les pages contenaient le portrait d'un vieil homme aux cheveux blancs. Grimoire se demandait pourquoi ce vieux portrait était utilisé. La réponse de Rayleigh la stupéfiait. C'était en fait l'apparence de cet homme à son apogée. Et encore plus incroyable, ce fondateur était toujours en vie aujourd'hui. Grimoire fixait ce portrait, trouvant la chose complètement absurde. 300 ans, c'était un long emprisonnement qui lui semblait interminable. Mais pour le paysage du monde magique, ce temps n'était pas suffisant pour tout bouleverser complètement. Quelque chose de très important a dû se produire durant cette période. Un passage dans le livre attira son regard, le faisant se figer sur place instantanément. Il disait que Ioan Arentis avait accompli le miracle de l'immortalité, et c'était la quête de toute une vie de son professeur, la grande mage Martha. Grimoire est resté silencieux parce que Martha était son ancienne élève. Après quelques jours de voyage, ils arrivèrent enfin à la capitale impériale. Rayleigh semblait exceptionnellement excitée. Ses yeux brillaient d'émerveillement. Grimoire suggéra de faire un tour, et elle devint immédiatement aussi heureuse qu'une enfant. Elle fut attirée par des brochettes appelées licornes, et elle était pleine d'anticipation. Grimoire révéla, impuissant, qu'il ne s'agissait que de simple viande de mouton. Rayleigh fut immédiatement déçue, mais elle enfourna obstinément les brochettes de viande dans sa bouche. L'attention de Grimoire fut attirée vers la place principale. Là se dressaient les statues de 5 grands mages, tous célébrés et salués comme des légendes. Rayleigh expliqua que les manuels les qualifiaient de génies au talent exceptionnel. Grimoire poussa un soupir d'émotion. À ses yeux, ils n'étaient qu'un tas d'idiots têtus. Mais il reconnaissait aussi qu'ils avaient une sorte de persistance inébranlable. Il prit l'initiative d'aborder la question qu'il n'avait pas discutée en profondeur auparavant. Son vrai but en cultivant des mages était la vengeance contre le bâtard qu'il avait scellé dans les pages du livre. Son étudiante, Martha, avait cherché des rituels de résurrection pour ça, mais elle a échoué. Et dans ses souvenirs précis, Martha n'a jamais eu d'élève, donc cette Ioan Arentis est forcément une imposture honteuse. Sa voix contenait 300 ans de rage glacée accumulée. Il ne pouvait absolument pas renoncer à cet imposteur qui osait se faire passer pour le disciple de son élève. Rayleigh le regarda et afficha soudain un sourire plein de bonne volonté, mais dénué d'espoir. Elle lui tendit la main, lui proposant un accord à la fois simple et direct. Elle l'aiderait à se débarrasser de cet imposteur et il l'aiderait à accomplir sa vengeance. Leurs poings se touchèrent légèrement en l'air. Le contrat était scellé. Grimoire sombra dans de lointains souvenirs. En sa 5e année en tant que tome de magie, un garçon le vola. Le nom du garçon était Fienda. Fienda lui a aussi donné un nom. Cet appel de Grimoire avait une signification extraordinaire pour lui. Fienda fut sa première contractante durant sa période chaotique. Il tenait à lui rendre l'appareil. Il commença patiemment à enseigner au garçon comment guider le pouvoir magique, mais Fienda n'y parvenait pas et progressait lentement. Le garçon s'est plaint qu'il ne pouvait pas sentir le pouvoir magique, seulement la douleur. Grimoire pensait que c'était un processus normal et l'encourageait à endurer, jusqu'à ce que Fienda hurle que son corps lui semblait brûler de l'intérieur. Il réalisa que quelque chose n'allait pas et réprimanda le garçon pour son empressement excessif, mais il était trop tard. La vue du sang explosant du cerveau du garçon devint une image que Grimoire n'oublierait jamais. Il prononça doucement le nom de Fienda, mais il n'obtint aucune réponse. Le carrosse cahotant sous le soleil le ramena à la réalité. Il appela alors la jeune femme assise devant lui. Rayleigh répondit par instinct. Il lui rappela immédiatement que le cocher était présent, et elle referma vite la bouche. La puissance du contrat qu'ils avaient le passé leur permettait de lire dans les pensées de l'autre. Rayleigh lui demanda mentalement ce qui n'allait pas, tout en se plaignant qu'il n'ait pas mentionné une magie aussi pratique bien plus tôt. Grimoire marqua une pause soudaine, ne trouvant absolument pas la bonne façon de répondre. Ce qu'il pensait vraiment, c'était qu'elle était vraiment mignonne lorsqu'elle parlait d'une voix douce, mais il savait que cette remarque la mettrait immédiatement en fureur. Cependant, grâce à la télépathie, Rayleigh avait déjà capté cette pensée, haut et fort. Grimoire, pris de panique, changea de sujet avec une rapidité et une maladresse évidente. Il a sérieusement envisagé de s'inscrire à la sélection de la tour Irantis. C'était une tour d'élite qui ne recrutait que des génies déjà révélés. D'innombrables mages ont consacré leur vie entière à se préparer pour cet examen si brutal. Le surnom de cimetière des étoiles de demain montrait clairement la férocité de la compétition. Mais il a quand même annoncé qu'il ferait participer la jeune Rayleigh à la sélection de cette année. Rayleigh trouvait que c'était absolument et totalement impossible. En seulement un demi-an, comment pouvait-elle bien se mesurer à ces mages intermédiaires? La voix de Grimoire résonnait d'une confiance totale et indiscutable. Il garantissait formellement que, tant qu'il serait présent, cette chose était absolument réalisable. Tard dans la nuit, la calèche s'arrêta à l'orée d'une forêt lointaine. Le cocher partit vite après avoir confirmé le lieu avec confusion. Grimoire dit à Rayleigh que ce serait leur terrain d'entraînement pour 6 mois et l'endroit où son ancien élève avait vécu. Rayleigh se demandait avec une certaine surprise si son ancien élève, âgé de 300 ans, était encore en vie. Il désigna du doigt une pierre tombale située au loin. La réponse fut négative, mais il n'était pas non plus complètement décédé. Son étudiant était devenu une liche, un état interdit que seuls les plus grands mages pouvaient atteindre. Rayleigh jeta un regard circulaire, ne voyant que la forêt immobile et silencieuse. Grimoire a dit que trouver la liche était son premier test. Si elle ne le trouvait pas, elle n'avait pas le droit d'apprendre sa magie. Rayleigh hocha la tête et lança sa magie de recherche de chemin, qu'elle venait tout juste de comprendre. En un instant, une lumière intense jaillit. Elle déclencha d'innombrables techniques cachées dans la forêt. Des barrières, des illusions et des couches de magie déformées obstruaient sa perception.
Dans l'obscurité, une voix commenta que cette fille était trop arrogante. Même les mages intermédiaires mettaient 6 mois à le trouver, mais Grimoire savait cependant que Rayleigh avait le capital pour se permettre cette arrogance. Son affinité avec le mana avait atteint un niveau de génie. À cet instant, Rayleigh se retourna soudain avec un sourire malicieux. Un faisceau de lumière précise éclaira le front du squelette dans l'obscurité. La liche n'arrivait pas à croire qu'on l'ait trouvée si vite. Elle voulut faire l'indifférente d'une voix grave, mais ne put s'empêcher de tousser violemment. Elle sortit maladroitement, incapable de cacher son embarras. Puis elle s'approcha de Grimoire, le ton plein de choc et de confusion. Une barrière qui prend normalement 2 ans à trouver. Elle l'a décelée en seulement 10 minutes, et sa méthode était de remonter la magie qui obstruait le passage. La liche ne put s'empêcher de soupirer. C'était vraiment un monstre incroyable. Sur le chemin de la chambre de la liche, la scène fit secrètement froncer les sourcils à Grimoire. Les squelettes de dragons et des spécimens de chiens à 3 têtes, tout cela affichait les goûts bizarres du propriétaire. Après qu'ils se furent assis, Grimoire remarqua que le teint de Rayleigh n'était vraiment pas bon. Il avertit immédiatement la liche d'essayer de retenir son aura effrayante. En tant que liche, son corps dégageait une énergie démoniaque accablante pour les gens normaux. La liche s'excusa rapidement et se retint. Ce n'est qu'alors que la respiration de Rayleigh s'apaisa. Grimoire lui rappela que l'Empire interdisait strictement l'existence des liches et de la magie noire. Même les guildes de voleurs qui fournissèrent des matières premières étaient devenus des symboles du mal. L'Empire avait même une organisation, les inquisiteurs de l'hérésie, pour gérer ces cas. Il se tourna pour demander à la liche si quelque chose de spécial s'était passé au fil des ans. La liche se rappela qu'il y a 5 ans, un groupe d'aventuriers avait fait intrusion accidentellement. Grimoire fut surpris. Comment des aventuriers ordinaires ont-ils pu trouver cet endroit? La liche était également perplexe. Peut-être qu'ils ont juste eu une chance incroyable. Ces gens ont commencé à attaquer son territoire, alors il a dû se battre et les a gardés comme esclaves. Il a appelé nonchalamment un assistant nommé Jérémie pour servir le thé lorsque ce squelette armuré s'est approché. Grimoire et Rayleigh furent tous les deux stupéfaits. Ce n'était pas du tout un aventurier ordinaire, mais un chevalier de la mort. Rayleigh a même reconnu l'épée qu'il portait à la ceinture. Sur l'épée était gravé un emblème de lion d'or. C'était l'épée que portait le capitaine des inquisiteurs de l'hérésie, disparu il y a 5 ans. La liche s'est défendue à la hâte, craignant d'être réprimandée, disant qu'elle ignorait leur identité. Grimoire se sentait impuissant. Le contre-coup de la magie noire érodait sa raison. Il n'avait pas pris le temps d'ajuster son état depuis bien trop longtemps, et ses pensées étaient devenues quelque peu incontrôlables. La liche ramena la conversation sur le bon chemin, demandant quelle était la raison de leur visite. Grimoire annonça que Rayleigh était désormais prêt à accepter l'enseignement de la liche. Il a de nouveau évoqué son ancienne étudiante, Martha, et a expliqué à la liche que quelqu'un usurpait l'identité de l'étudiant de Martha, une véritable fraude. Il prévoyait d'entrer dans cette tour et de la démanteler entièrement de l'intérieur, mais la liche a demandé pourquoi ils devaient choisir le chemin le plus difficile pour obtenir leur vengeance. N'aurait-il pas été plus simple et surtout plus efficace d'utiliser d'autres tours pour les maîtriser? Grimoire a reconnu que ce serait effectivement plus facile, mais que ce n'était pas assez romantique. Il appréciait grandement le processus palpitant de détruire lentement ses ennemis de l'intérieur. La liche ne put s'empêcher de se plaindre. Ce motif était d'une perversité absolue. La liche se tourna pour solliciter l'avis de Rayleigh, s'inquiétant qu'elle puisse courir un danger. Mais Rayleigh hocha la tête, jugeant cette méthode à la fois palpitante et intéressante. Ils arrivèrent bientôt au terrain d'entraînement. C'était un espace mystérieux formé par un cercle magique géant. Rayleigh fut choqué par l'étrange énergie magique qui s'en dégageait. La liche expliqua que le temps pouvait être étiré 4 fois, soit l'équivalent de 2 ans d'entraînement réel. Après tout, il ne restait que 6 mois, bien loin d'être suffisant pour des gens normaux. Grimoire commença à analyser les avantages uniques de Rayleigh. Premièrement, c'était l'excellente condition physique que lui avait donnée son expérience au sein de la guilde des voleurs. Deuxièmement, c'était son affinité pour le mana, puissante et innée. Par conséquent, elle n'avait pas besoin d'apprendre la magie complexe. Elle n'avait besoin que de se concentrer sur un seul type. C'était le contresort qui pouvait dissiper les autres magies. Dispersion. Rayleigh comprit immédiatement la stratégie. Éliminer la magie de l'ennemi, puis engager le combat rapproché. Tant que les adversaires ne pouvaient pas lancer de sort, l'avantage était de son côté. Grimoire exprima sa satisfaction qu'elle ait eu raison, et demanda à la liche de commencer à enseigner. Mais Rayleigh leva soudain la main pour les arrêter, car elle n'avait même pas encore appris cette magie. La liche ne s'en soucia pas, et entoura Rayleigh de puissance magique. La liche croyait que la façon la plus rapide d'apprendre la magie était de recevoir quelques coups d'abord après un long entraînement. Et Grimoire et la liche se retrouvèrent tous deux silencieux. Et Rayleigh gisait à terre, ayant encaissé d'innombrables coups sans faire le moindre progrès. Grimoire ne pouvait s'empêcher de se demander si ses méthodes d'enseignement n'étaient pas erronées. La liche mit alors en évidence le problème. Pendant la dernière heure, elle n'avait fait que fuir désespérément. Bien que Grimoire ne connaisse Rayleigh que depuis 3 jours, il avait déjà cerné sa personnalité. Elle avait une estime de soi extrêmement forte, refusant presque pathologiquement de montrer la moindre faiblesse. Cela venait des règles de la guilde des voleurs qui ne toléraient aucun échec. La pression psychologique de l'enfance perdurait, la faisant tant craindre l'échec. C'est cette peur qui l'a poussée à fuir et à paniquer lors des attaques, mais Rayleigh a réfuté par télépathie, disant qu'elle craignait juste la douleur. Grimoire afficha un sourire pour cacher son embarras. Il cessa d'explorer la source de sa crainte et lui demanda plutôt ce qui la rendait confuse. Voir à travers les mouvements, saisir les sources, comprendre les techniques, tous les points clés avaient été dits. Il lui demanda de se calmer et de se libérer de la peur, de percevoir et de réfléchir avec attention. Rayleigh se leva et une fois de plus, fit face à l'orbe magique que la liche était en train de condenser. Elle sentait le pouvoir magique déferler, se souvenant de ses soi-disant points essentiels, mais il n'avait enseigné que 2 formes de magie, la recherche de chemin et la télépathie. Alors, ce qu'elle devait absolument faire, c'était d'employer ces 2 magies pour réussir à franchir cette étape. Elle afficha un sourire soudain, déclarant qu'elle n'aurait plus besoin de poser d'autres questions. Elle se remémora l'avertissement qu'il lui avait donné. Ne te laisse pas enfermer par des règles trop médiocres. Elle allait tracer son propre chemin, exactement de la manière qu'il avait toujours espéré. Le circuit de magie lui apparaissait désormais comme un labyrinthe extrêmement complexe. Elle a soudainement ouvert les yeux. Le circuit s'est manifesté clairement.
Elle avait déjà parcouru ce type de labyrinthe à 2 reprises, des galeries souterraines jusqu'à la tanière de la liche. Le corps principal du grimoire magique se tenait à ses côtés, la dirigeant pour franchir les obstacles un à un. Cette opération devait être menée avec discrétion et beaucoup de prudence, à l'image d'une télépathie pour des échanges confidentiels. Après avoir résisté on ne sait combien de temps, une lumière aveuglante a jailli. La sueur lui coulait du front. Grimoire sourit et la félicita. Elle avait enfin réussi. Elle sentit ses bras endoloris et engourdis, se demandant combien de temps cela avait duré. Quand elle a appris que c'était 4 heures, elle pensait que ce n'était en réalité qu'1 heure. Mais Grimoire l'a corrigé. Ces 4 heures représentaient le temps du monde extérieur. Elle avait en fait vécu 16 heures. Et elle s'agenouilla épuisée sur le sol, mais elle releva immédiatement la tête, affichant un sourire sincère. Peu importait, car elle avait déjà trouvé cette sensation. Grimoire sourit également avec soulagement. Les saisons ont changé doucement au fil de l'entraînement intensif. Le temps filait. Rayleigh continuait de pratiquer, d'abord en affrontant des monstres, et plus tard, même en s'entraînant avec Jérémie. En un clin d'œil, septembre est arrivé, et avec lui, la fraîcheur de l'automne. L'examen de sélection pour les 5 grandes tours, que tout le monde attendait avec impatience, approchait. Lorsque l'orbe magique attaquait à nouveau, Rayleigh était désormais capable de le réduire en miettes instantanément. La liche était absolument stupéfaite. Les 6 mois d'entraînement qui lui avaient semblé 2 ans avaient enfin pris fin. Grimoire estimait qu'elle pouvait désormais rivaliser avec des mages intermédiaires compétents. Le liche a proposé de préparer un délicieux dîner pour célébrer. Grimoire a remercié le liche. Il a dit qu'une fois qu'elle aurait pratiqué la magie d'attaque, elle n'aurait plus de faiblesse. À ce moment-là, un morceau de papier s'est envolé des robes de la liche et fut attrapé par Rayleigh. Écrit dessus, en lettres capitales et bien visibles, se trouvait plan de domination mondiale de la liche. En découvrant ce contenu, Grimoire et Rayleigh restèrent figés, tous les deux. Grimoire lui demanda s'il avait vraiment passé toutes ces années à vouloir dominer le monde. La liche le nia maladroitement, puis, se résignant, elle l'admit bruyamment. Il y avait bien pensé, mais il voulait seulement occuper une petite ville de l'Est. Grimoire se tenait le front, souffrant, sentant qu'il causerait de graves problèmes tôt ou tard, ou qu'il en avait peut-être déjà causé. La liche cligna des yeux et le nia, affirmant que non, vraiment. Pendant ce temps, dans l'Empire du Nord, la neige et le vent se déchaînaient. Une jeune fille marchait seule dans la neige, complètement inconsciente des rôdeurs derrière elle. C'était la route menant à la cité magique de Behyler. Plusieurs bandits avaient les yeux rivés sur cette femme solitaire. Elle portait des vêtements coûteux et marchait négligemment, apparemment sans aucune garde. Le chef des bandits tendit la corde de son arc, puis décocha une flèche mortelle en riant froidement. La femme s'écroula lourdement sur le sol. Le sang vint tacher la neige immaculée sous elle. Les bandits se sont précipités, pillant avec excitation ses biens coûteux. Mais un subordonné s'est soudainement figé. Tremblant, il ordonna au capitaine de lever les yeux. À peu de distance, la femme qui aurait dû être morte se tenait là, indemne, leur adressant un sourire étrange et inquiétant. Le compagnon qui se tenait derrière eux poussa un hurlement simultané. Le cadavre et les trésors s'évanouirent dans la nature, comme par magie. Le capitaine comprit instantanément qu'ils avaient provoqué un mage qu'il n'aurait absolument jamais dû. Il se força à garder son sang-froid, ordonnant à ses hommes de former une formation de combat. Leurs effectifs étaient largement supérieurs. Peut-être qu'il restait encore une faible lueur d'espoir de victoire. Cependant, l'instant d'après, une douleur abrupte balaya toutes ses illusions. Il baissa les yeux et constata que ses mains avaient été séparées de son corps. La peur infinie faisait trembler tout son corps, de manière incontrôlable. La femme s'approcha, son sourire était doux, mais terriblement cruel. Peu de temps après, un vieil homme à barbe blanche passa par là. Après avoir examiné le site, il arriva vite à une conclusion. C'était un massacre unilatéral perpétré par un mage. Il dit au cocher de ne pas s'en soucier et de continuer son chemin. Le vieil homme est retourné dans le wagon. Il a remarqué la jeune fille en face de lui qui tenait un livre. Le vieil homme engagea la conversation, lui demandant quel était le but de son voyage à Behyler. Rayleigh répondit calmement qu'elle souhaitait participer à la sélection des 5 grandes tours. Le vieil homme fronça immédiatement les sourcils, l'avertissant sérieusement que c'était trop dangereux. Parmi tous les types de mages, il y avait beaucoup de fous qui utilisaient les examens pour tuer des gens. Bien que devenir mage junior à son jeune âge fût rare, c'était loin d'être suffisant. Il lui conseilla sincèrement de s'entraîner davantage dans les académies citadines, mais Rayleigh dit que sa décision était prise. Le vieil homme secoua la tête avec regret, déplorant qu'une autre étoile montante était sur le point de s'éteindre. Grimoire ne pouvait s'empêcher de se plaindre de l'ingérence de ce vieil homme. Rayleigh était tacitement d'accord. Elle le trouvait aussi trop insistant. La calèche arriva à Behyler, éternellement enneigée. Un spectacle choquant. Dans cette ville de Magitech avancée, des dirigeables flottaient réellement dans le ciel. Des explosions retentissaient au loin, mais les piétons passaient comme s'ils y étaient habitués. Grimoire observait, en soupirant, l'atmosphère de la ville restait chaotique. À cet instant, Rayleigh était totalement désorientée avec sa carte. Dans l'ombre, des regards mal intentionnés s'étaient déjà braqués sur ce visage qui leur était étranger. Rayleigh utilisa la magie de recherche de chemin, essayant de comprendre la disposition de la ville, mais sa puissance magique était fortement perturbée, ne trouvant que 10 emplacements suspects. Ils pourraient tous être le bureau de l'administration, ou des académies, ou des instituts de recherche. Grimoire regrettait de ne pas avoir supporté les pressions pour suivre ce vieil homme. Pendant qu'ils discutaient, l'homme qui les traquait apparut derrière eux. Il les salua d'un sourire amical, voyant qu'elle était là pour la première fois. Grimoire se mit immédiatement en alerte, jugeant que l'autre était un mage junior. L'homme expliqua avec enthousiasme que la puissance magique résiduelle des expériences interférait avec la magie de repérage, et laissa entendre que demander aux passants d'apparence aimable était la meilleure solution. Rayleigh demanda mentalement un plan et Grimoire la laissa décider. Après une courte réflexion, elle accepta la proposition de cet homme de leur servir de guide. Apprenant qu'elle se dirigeait vers le bureau d'administration des épreuves de sélection, l'homme devint encore plus prévenant. Il ouvrit la marche en bavardant sans relâche, ne tardant pas à louer sa jeunesse et son avenir prometteur. Rayleigh, soupir, suivit silencieusement, puis s'arrêta soudainement après avoir parcouru plusieurs rues. Craignant qu'elle ne se méfie, l'homme a habilement inventé la distance. Mais Rayleigh l'a calmement interrompu. Elle a dit qu'il jetait des sorts depuis leur rencontre. Cette déclaration a figé le sourire sur son visage. Il a exigé de savoir quand elle l'avait découvert. Rayleigh a répondu avec indifférence. Dès le début, son ton semblait étrange. Cette étrange façon de parler cachait en fait un pouvoir magique dans ses mots. Elle a fait remarquer que c'était le premier pas pour jeter des sorts d'esprit par les mots. L'homme fut stupéfait un instant, puis éclata d'un rire exagéré.
Il demanda avec intérêt pourquoi elle le suivait si elle savait. Grimoire savait bien à quel point cette malédiction était sinistre. Une fois que cette malédiction de paralysie ferait effet, les conséquences seraient impensables. Elle serait vendue à des servantes noires comme sujet d'expérience ou deviendrait esclave. Dans cette ville, de telles tragédies frappaient toujours les enfants. Mais Rayleigh répondit légèrement qu'elle n'éprouvait aucun danger. Cela enragea complètement l'homme déjà arrogant. Il affirma qu'il devait lui donner une leçon inoubliable aujourd'hui. Même parmi les servantes juniors, la force montrait une grande différence. Grimoire acquiesça silencieusement. Rayleigh en était la chef incontestée. Rayleigh lui demanda combien de cibles elle comptait. L'homme a fièrement affirmé que 13 personnes avaient été trompées par son sourire. Il se vantait même que son physique faisait facilement pleurer les femmes. Rayleigh et Grimoire affichèrent toutes deux une expression de mépris. Rayleigh a fait suivre ses paroles d'un coup fatal, devinant que sa mère devait en pleurer toutes les nuits. La colère de l'homme fut complètement allumée. Il grogna et utilisa la magie, une boule de feu brûlante se condensant dans sa paume. Une lance ardente en jaillit, affichant son affinité avec le feu. Grimoire a objectivement évalué que cette personne l'utilisait bien, parfait comme cible pour que Rayleigh améliore son expérience de combat. L'homme projeta la lance de flamme avec une grande violence, visant directement la vie de Rayleigh, mais Rayleigh restait immobile, les yeux calmes comme l'eau, jusqu'à ce que la lance approche ses yeux. Ce n'est qu'à ce moment qu'un reflet bleu a jailli de ses yeux. Sa pensée s'est accélérée en un instant, sa vision dynamique surpassant les limites humaines. C'était le résultat de ses innombrables séances d'entraînement avec la liche. Elle n'avait qu'à concentrer le pouvoir magique dans son cerveau, et le temps semblait ralentir au moment précis où la pointe de la lance allait l'atteindre. Elle leva la main, prononçant calmement 2 mots. Dissipation. Le sourire sauvage de l'homme se transforma en horreur. Sa lance de feu disparut sans laisser de traces en un instant. Rayleigh demanda froidement si c'était la grande différence dont il parlait. Grimoire savait que la technique d'attaque de Rayleigh était tout autre. Elle aimait utiliser les projectiles magiques les plus purs et les plus directs, mais leur vitesse était si rapide que les gens ne pouvaient tout simplement pas réagir. L'homme regardait impuissant cette masse de pouvoir magique qui venait vers lui. Il fut frappé de plein fouet et cracha une large giclée de sang. Rayleigh lui fit un résumé de cette expérience. La victoire ou la défaite lors d'une bataille dépendait davantage des traits de caractère et des talents des deux camps. Cependant, avant qu'elle n'ait fini sa phrase, elle constata que l'homme avait déjà cessé de respirer. Grimoire s'effondra instantanément. Il avait l'intention de lui faire accumuler de l'expérience de combat. Cette issue s'avérait beaucoup trop inappropriée. Rayleigh, impuissant, a déclaré que les personnes ne pouvaient pas être ressuscitées. Les deux personnages durent s'en aller et poursuivre la recherche de ce dernier bureau administratif. Ils ont visité 10 emplacements suspects, mais leur chance était si mauvaise qu'ils le manquaient systématiquement. Plus étrangement, personne en chemin ne savait où se trouvait le bureau de l'administration, comme si cet endroit était caché à la connaissance par une force. À ce moment, Grimoire se rappela quelque chose d'étrange. Ces 10 lieux sur la carte se connectaient pour former un pentagramme inversé. La totalité de la cité avait été agencée comme un gigantesque cercle magique. Les responsables du bureau de l'administration ont utilisé la ville pour activer un dispositif d'obstruction cognitive, en y ajoutant l'interception de puissances magiques, l'invisibilité et des illusions, tout ceci dans le but de rendre la vie difficile aux visiteurs. Suivant les indications du cercle magique, ils ont poussé cette porte cachée. Derrière la porte se trouvait un espace d'un blanc pur. Une femme rousse se retourna lentement, souriant et félicitant Rayleigh pour la première étape de l'examen de sélection. Des motifs mystérieux apparurent sur le dos de la main de Rayleigh. Grâce à ça, elle pouvait se reposer librement dans Byhaller pendant 1 semaine, mais Rayleigh trouvait ça trop simple. Grimoire a souligné que c'était grâce à son talent pour maîtriser la recherche de chemin. Il y avait 10 emplacements de bureaux administratifs suspects au total. Elle devait visiter les 9 autres. Ce n'est qu'à ce moment-là que la véritable cible révélerait son emplacement exact. Avant qu'il ne s'en aille, l'administrateur a soudainement lancé un rappel avertissant Rayleigh d'éviter tout affrontement avec les autres participants autant que possible avant la prochaine épreuve. Rayleigh hocha la tête avec obéissance, mais une trace de doute surgit au fond de son cœur. Une fois partie, elle a immédiatement demandé quelle était la signification profonde de ces paroles. Grimoire expliqua d'un air impuissant qu'il y avait toujours des illuminés qui cherchaient à provoquer pour tester leur propre force. Avant qu'il n'ait terminé sa phrase, Rayleigh avait déjà perçu une aura inhabituelle. Grimoire l'avait remarqué il y a longtemps aussi. Dans la foule, une froide intention meurtrière s'était précisément fixée sur elle. Cette puissance magique semblait familière, identique aux cadavres qu'ils avaient rencontrés en chemin. Grimoire détermina que la source de cette intention meurtrière était le coupable du meurtre. Rayleigh a eu recours à la recherche de chemin pour traquer l'intention meurtrière. Elle ne pouvait apercevoir les contours du monde qu'à travers sa perception magique seule. La puissance magique de Rayleigh a circulé à travers la foule, se verrouillant rapidement sur sa cible. Cette malveillance émanait d'une femme vêtue de rouge, postée au bord de la route. Rayleigh a demandé si elle devait l'engager le combat immédiatement. Grimoire lui a suggéré d'attendre patiemment le moment opportun. Cependant, l'autre partie n'a pas attendu. Une orbe magique rouge traversait déjà l'air dans leur direction, allant beaucoup trop vite. L'idée d'esquiver ou de dissiper l'attaque n'avait même pas eu le temps de se former. Rayleigh prit une décision instantanée, utilisant la double incantation pour ériger une barrière. Elle prévoyait d'utiliser cette barrière pour gagner du temps nécessaire à la préparation d'une contre-attaque de projectiles magiques, mais la réalité fut bien plus brutale. La barrière n'a pas pu arrêter du tout cette orbe magique. L'adversaire continuait de déverser de l'énergie magique. L'orbe n'a pas pénétré, elle a explosé directement. Du sang a taché la neige et le grimoire. La seconde d'après, Rayleigh se tenait en sécurité dans la foule animée. Elle était déconcertée, ne comprenant absolument pas ce qui venait de se passer. La femme vêtue de rouge était apparue devant elle. Elle expliqua que ce n'était qu'un combat mental, une illusion projetée. Du sentiment d'intention meurtrière à la pensée des ripostes, le cerveau tissait une simulation réaliste. La femme demanda avec un sourire, a-t-elle vraiment vu sa propre mort à l'instant? Ce n'est qu'à cet instant que Rayleigh remarqua que la main de la femme portait également la marque de sélection. Grimoire devint vigilant. Quelqu'un qui ignore les avertissements n'est certainement pas quelqu'un de bien. Ces traces de pouvoir magique sur la scène du crime montraient qu'elle était une meurtrière folle. Il a rappelé à Rayleigh d'être extrêmement prudent. Cependant, quelques instants plus tard, ils étaient assis à la même table. Rayleigh mangeait avec appétit, complètement absorbé par la nourriture délicieuse. Grimoire restait totalement muet face à la situation. Rebecca a déclaré que ce repas était assez frais, s'excusant ainsi pour l'offense qu'elle avait commise plus tôt. Les yeux de Rayleigh se sont immédiatement illuminés, acceptant sans hésiter. Elle a même dit à Grimoire par télépathie qu'elle appréciait cette personne.
Elle pensait que quelqu'un qui offrait de la bonne nourriture ne pouvait pas être mauvais. Elle s'est même plainte que la nourriture dans la grotte de la liche était difficile à avaler. Grimoire a eu un peu de peine pour la liche. La nourriture qu'il avait tant peiné à préparer fut méprisée, mais comparée à la nourriture, ce meurtrier devant eux était le vrai problème. Rebecca se présenta au bon moment. Elle s'appelait Rebecca Duncan. Elle dit à Rayleigh de l'appeler simplement Becky. Après le repas, Rayleigh la remercia, mais Rebecca sourit vivement. Elle a ensuite montré la marque sur sa main, expliquant d'un ton très joyeux qu'il s'avérait que la nourriture ici était en fait déjà gratuite pour elle. L'administrateur les avait déjà mises au courant de cette règle. L'expression de Rayleigh se figea instantanément. Rebecca éclata de rire, la taquinant qu'elle était bien plus naïve qu'elle ne l'avait imaginé, et s'excusa de ne pas l'avoir trompée intentionnellement. Mais Grimoire sentit vivement le changement de Rayleigh. Son expression actuelle montrait qu'elle était vraiment en colère. Alors que le ciel s'assombrissait, Rebecca l'interrogea sur ses plans. Rayleigh voulait choisir au hasard un lieu sur la liste, mais Rebecca l'a arrêté avec enthousiasme, car elle pensait que la qualité de ses établissements était inégale. Elle voulait recommander la meilleure auberge à Rayleigh. Elle avait même marqué sur la carte plusieurs bons endroits pour se restaurer et se divertir. Rayleigh lui a demandé si elle y allait aussi, mais Rebecca a dit qu'elle restait chez une amie. Juste avant de se quitter, Rebecca se retourna brusquement, les yeux clignotants, et invita Rayleigh avec beaucoup d'enthousiasme à venir loger chez son amie. Rayleigh refusa catégoriquement, et Rebecca affirma aussitôt, le sourire aux lèvres, que ce n'était qu'une plaisanterie. Mais Grimoire, très alerte, fit remarquer à Rayleigh que ce n'était absolument pas une plaisanterie. Rayleigh ne comprenait pas pourquoi l'autre était si curieux à son sujet. Grimoire spéculait que c'était peut-être parce qu'elle avait réussi l'examen avec un statut junior. Cette force anormale avait éveillé la curiosité de ce fou. Rebecca fit ses adieux avec un sourire éclatant. Qui aurait cru que sous ce sourire lumineux se cachait une âme cruelle qui avait montré une intention de tuer dès la première rencontre? Il a rappelé à Rayleigh qu'il restait des choses à dire avant de partir. Rayleigh interpella Rebecca, lui disant calmement au revoir. Puis elle changea de ton, espérant attaquer directement lors de leur prochaine rencontre. N'utilise plus de tours de magie d'illusion pour effrayer les gens. Le sourire de Rebecca se figea immédiatement. Elle ne comprenait pas comment Rayleigh avait vu clair dans son jeu. Rayleigh lui donna calmement sa raison, bien que ce fût très blessant. Elle disait qu'elle ne pourrait jamais perdre face à une pauvre mage comme Rebecca. Le mot pauvre a complètement enflammé l'orgueil de la mage. Rebecca devint d'abord si furieuse que ses veines se mirent à gonfler, les poings serrés. Puis, comme si elle entendait une énorme blague, elle rit avec mépris. Elle railla Rayleigh, la traitant de simple junior qui venait tout juste de commencer, alors qu'elle était déjà au pic du niveau intermédiaire. Comment un tel écart pouvait-il être comblé? Grimoire savait que l'écart entre les royaumes était une règle d'airain du monde magique, mais il savait bien mieux que Rayleigh était une exception qui excellait à transgresser les règles les plus strictes. Elle avait déjà prouvé à maintes reprises qu'elle utilisait l'expérience et la stratégie pour vaincre des ennemis plus forts. Rayleigh a répondu légèrement que quelqu'un avait dit des choses similaires cet après-midi, et que cette personne gisait maintenant dans une ruelle avec un trou dans la poitrine. Rebecca ne l'a toujours pas prise au sérieux, considérant cela comme l'arrogance d'une gamine, disant qu'elle ne voulait pas perdre sa qualification à nouveau à cause d'un combat personnel. Mais Rayleigh a souligné directement qu'elle avait peur de l'échec, et voulait donc s'enfuir. Rebecca prononça ces derniers mots, impatiente de la revoir lors de l'examen officiel. Elle sourit avec enthousiasme, s'émerveillant d'avoir rencontré cette fois un autre fou intéressant. Puis sa silhouette se dissipa comme de la fumée dans l'air. Rayleigh a immédiatement déterminé que c'était un simple clone, du début à la fin. Grimoire a confirmé son hypothèse, soupirant que cette technique de clonage était d'une finesse absolument exquise. À ce moment, Rayleigh comprit enfin la source de la curiosité de Rebecca. Ce lunatique voulait juste voir quand Rayleigh découvrirait que c'était un clone. Elle aimait ce jeu dangereux, celui de marcher au bord de la révélation. Si c'était elle trouverait ça probablement intéressant aussi. En entendant cela, Grimoire ne put que soupirer, complètement impuissant, pensant que Rayleigh, qui pouvait comprendre un tel genre de folie, était tout aussi remarquable. La scène changea. La lumière des bougies vacillait tandis qu'un homme révisait attentivement les documents des candidats. La femme rousse dans la boule de cristal s'enquérait avec intérêt de l'avancement de ses travaux. L'homme a fait remarquer qu'il voyait des étudiants qu'il avait déjà enseignés, mais la femme lui a dit de continuer à lire, que la suite était plus intéressante. L'homme a tourné les pages comme demandé, puis s'est figé devant un dossier. Il a vu le nom de Rayleigh suivi de la mention Junior. L'homme n'a pu s'empêcher de commenter que cette fille était trop arrogante. La femme lui a ensuite demandé d'estimer le temps qu'il avait fallu à cette fille pour franchir la première étape. L'homme a alors spéculé qu'elle avait dû errer dans la ville pendant au moins 3 mois, mais la femme a souri, a démenti, et a révélé la réponse stupéfiante. Elle a révélé que cet enfant était arrivé seulement cet après-midi. L'homme savait bien à quel point la chose était étonnante. Le record de vitesse actuel était de 4 heures, et il avait été établi par un génie qui utilisait 20 clones pour fouiller toute la ville. Même le célèbre mage de haut niveau a mis une journée entière. En d'autres termes, cette fille nommée Rayleigh a obtenu la première place. L'homme devait admettre que les candidats de cette année étaient vraiment pleins de moments forts. Il restait encore 1 semaine de repos avant le 2e examen. Rayleigh a décidé de suivre le conseil et de se détendre correctement. Alors elle a commencé une vie paresseuse de manger, puis dormir, puis manger. Après 3 jours consécutifs, l'ennui profond l'a finalement envahie. Elle est sortie du lit en pleurant et a décidé d'aller se promener. Dans un magasin de vêtements, elle a acheté une nouvelle tenue qui lui allait parfaitement. Même avec cette dépense considérable, l'argent qu'elle avait reçu de sa famille restait abondant. En se promenant dans les rues, un magnifique bâtiment attira son regard. Grimoire lui a dit que c'était la célèbre bibliothèque centrale. Cette salle abritait une énorme collection de livres, surtout des écrits liés à la magie. Rayleigh fut immédiatement attiré et proposa d'y entrer pour jeter un œil, mais Grimoire manifesta une résistance très nette. Cette bibliothèque était son ombre. Il y était piégé, entouré de livres sans fin depuis 300 ans, mais Rayleigh l'attrapa, affirmant que cette ombre devait être surmontée tôt ou tard. Dans ce monde, l'essentiel des connaissances ne pouvait être acquis qu'à travers les ouvrages. Il ne pouvait pas fuir les bibliothèques indéfiniment. Il devait bien affronter cette réalité un jour ou l'autre. Grimoire a finalement fait un compromis et s'est engouffré, les yeux obstinément clos. Pénétrant dans la bibliothèque, Rayleigh fut immédiatement saisi par l'éclat de sa magnificence intérieure.
Grimoire a aussi admis à contre-cœur que l'ordre ici était plutôt bon. Réali vérifia ses accréditations et découvrit qu'elle avait les plus hautes autorisations. Cela signifiait qu'elle pouvait aller n'importe où dans le hall. Les deux échangèrent un regard, pensant à la même destination dans un accord tacite. Ils se dirigèrent avec enthousiasme vers la zone secrète qui abritait des livres interdits. Au fond de la section des livres interdits, ils ont trouvé une faible lueur. En s'approchant, ils ont vu que quelqu'un était déjà assis là, en train de lire. La personne s'est retournée au son et ils se sont figés tous les deux. C'était le vieil homme qu'il avait rencontré et conseillé dans la calèche. Le vieil homme était très surpris, ne comprenant pas pourquoi elle était là. Réali montra le jeton de passage, prouvant qu'elle avait réussi son examen. Le vieil homme fut très surpris et la loua, la trouvant remarquable, mais Grimoire ne put s'empêcher de murmurer qu'ils allaient encore le croiser. Réali pensait que sa réussite changerait l'attitude du vieil homme. Cependant, le vieil homme l'a de nouveau exhorté à renoncer à l'examen. Il lui a dit que cet examen serait bien plus cruel qu'elle ne pouvait l'imaginer. Il deviendrait un véritable champ de massacre sanglant. N'avoir que du talent, sans aucune expérience, était beaucoup trop dangereux pour elle. Il lui a sérieusement suggéré d'abandonner cette fois et de revenir la prochaine fois, mieux préparé. Réali le remercia de nouveau pour son conseil, mais sa détermination demeurait inébranlable. Le vieil homme pensait que ce n'était que la fougue insensée de la jeunesse, mais Réali rétorqua, estimant que c'était là un courage admirable. Voyant que les mots ne parvenaient pas à la persuader, les yeux du vieil homme devinrent soudain perçants. La puissance magique l'a envahi quand il a pris une décision inattendue. Puisqu'il ne pouvait la convaincre, il utiliserait le combat réel pour lui faire voir la réalité. Le vieil homme proposa un duel pour déterminer si elle était qualifiée. Il lui avait promis de ne pas attaquer du tout, et même de la laisser porter les 3 premiers coups. Tant qu'elle parviendrait à le faire bouger d'un pas durant ces 3 assauts, cela compterait comme sa victoire. Grimoire lui rappela aussitôt que ce vieil homme était un mage de très haut niveau, une opportunité précieuse. Réussir à le blesser serait déjà suffisant pour prouver sa force. Mais l'esprit de Réali résonnait d'alarme, se demandant quel serait le prix de l'échec. Le vieil homme prononça des mots cruels. Il lui briserait les 2 jambes juste pour l'empêcher de prendre part à cet examen de sélection potentiellement fatal. Grimoire était sans voix, pensant que ce vieil homme était aussi un fou. Réali sentit son estime de soi faiblir légèrement. Elle voulut même refuser cette concession et exiger un duel à armes égales. À ce moment, le regard du vieil homme se posa sur son sac à dos. Il lui fit sortir ce livre intitulé « 100 grands personnages ». Je ne comprenais pas pourquoi, mais le vieil homme a habilement tourné à une page précise. Il lui a rendu le livre, lui indiquant un nom à lire attentivement. Le livre relatait un héros qui, seul, avait repoussé des centaines de démons. L'empereur apprécia son talent et l'inscrivit au temple de la renommée. Et quand ils virent clairement le portrait fané à côté, l'air se glaça complètement. La personne sur le tableau était le vieil homme devant eux. Le livre expliquait que les mages de haut niveau étaient aussi divisés en différents types. Il y avait une catégorie d'érudits qui étudiaient à huis clos. L'autre débouchait des champs de bataille. Et parmi ces derniers, ceux qui se tenaient au sommet étaient appelés géants. Ce nom était affiché en évidence. Garand Théowald. Une seule pensée demeurait dans l'esprit de Ruel et Grimoire. C'en était fini pour eux. Leur bravade précédente semblait une énorme blague. Elle tenta de négocier, rendant Garon à la fois en colère et amusé. Elle regarda autour d'elle, disant que la bibliothèque n'était pas un lieu approprié. Le vieil homme claqua simplement des doigts. Une barrière invisible s'ouvrit instantanément. Les étagères furent repoussées dans les coins par une puissance magique, dégageant un champ de bataille idéal au centre. Grimoire l'encouragea à tenter d'évaluer l'écart qui les séparait. C'était une excellente occasion d'évaluer sa propre force en toute sécurité. Il était absolument impossible qu'il ne parvienne pas à placer ne serait-ce qu'une seule attaque efficace. Garon regarda la jeune fille, faisant une évaluation plus complexe dans son esprit. La vie d'un mage avait 2 éveils. L'âge adulte était le second. Habituellement, ce n'est qu'après l'âge adulte qu'on pouvait saisir les attributs et atteindre le niveau inférieur. Si quelqu'un atteignait ce royaume avant l'âge adulte, c'était un monstre. Cette fille devant lui était exactement un monstre si rare. Précisément parce que son talent était si terrifiant, il ne pouvait pas la laisser partir. Il ne pouvait pas laisser une future étoile du monde magique tomber trop tôt. Il voulait utiliser un fossé écrasant pour éteindre toutes ses illusions. Garon annonça que le match d'entraînement avait commencé, immobile comme une montagne. Ruel prit une profonde inspiration, condensant rapidement le pouvoir magique dans sa paume. Un pur projectile magique jaillit aussi vite que l'éclair. Garon fut légèrement surpris. Cette vitesse de condensation était bien rapide, mais c'était tout. Aucun changement d'attribut du projectile. La trajectoire du projectile magique était droite, sa puissance magique faible. Une attaque de débutant, classique. Un solide bouclier de mana suffirait à le bloquer facilement. Comme il s'y attendait, aller à l'examen ainsi signifiait une mort certaine. Cependant, la seconde d'après, tous les muscles de Garon se raidirent instantanément. Et une puissante sensation de paralysie a soudainement envahi tout son corps sans avertissement. Ce n'était pas un dommage de nature magique, mais plutôt une sorte de peur ancrée au plus profond de ses os. Il regarda la jeune fille, complètement sous le choc. Mais qu'avait-elle donc bien pu faire? Garon avait connu d'innombrables situations extrêmes et avait depuis longtemps oublié la peur. Mais à cet instant de cette novice, il ressentit une froideur. Il comprit instantanément que c'était la légendaire technique de dissipation de haut niveau. Il déploya immédiatement un nouveau cercle magique, juste derrière lui, dans l'intention de contre-attaquer. Un puissant rayon de lumière s'en échappa, pour finalement atterrir juste devant ses pieds. Grimoire, qui observait la scène depuis le côté, comprit clairement qu'il s'agissait là d'une tactique extrêmement précise. Le cœur de Garon fut lui aussi submergé par d'énormes vagues d'émotions, l'obligeant à réévaluer son adversaire. Son assaut frontal qu'elle avait mené plus tôt était-il uniquement destiné à le paralyser? Cette confiance n'était pas témérité, mais un piège bien préparé. Il devait écarter tout mépris et se concentrer pleinement. La deuxième vague d'attaque frappa soudain les missiles magiques plus rapides. Après avoir esquivé, Garon leva de nouveau son bouclier, tentant de bloquer. Cependant, le projectile magique se brisa avec fracas. Son bouclier montrait en fait des fissures. Elle frappa précisément le point le plus fragile de sa structure magique. Ce n'était absolument pas une faille fatale qu'un novice aurait pu découvrir par chance. Affinité au mana extraordinaire, perspicacité à déceler les faiblesses, compréhension profonde. Tout cela s'assemblait comme si un maître la guidait secrètement. À son âge et avec son expérience, elle ne devrait pas maîtriser de telles techniques. La seule explication était qu'elle avait un talent exceptionnel qui dépassait les catégories. C'était un vrai génie. Il soupira et se déplaça volontairement d'un pas sur le côté.
Cela signifiait qu'il reconnaissait sa défaite, mais Reuel était perplexe, lui rappelant qu'il restait une dernière chance. Garon secoua la tête, pensant que victoire et défaite étaient déjà scellées. Inutile de continuer. Garon s'inclina solennellement, offrant des excuses sincères pour son mépris initial, mais Reuel dit qu'elle savait dès le début que la deuxième attaque réussirait. Garon demanda surpris. Alors pourquoi préparer une troisième attaque? Un troisième missile magique se condensait déjà dans la main de Reuel. Elle répondit légèrement, parce que l'accord prévoyait 3 chances. Plus important encore, elle voulait profiter de cette occasion pour tester quelque chose. En entendant cela, Garon ressentit un impact sans précédent en lui. Cette troisième fois, elle ne faisait que l'utiliser comme cible d'essai. Face à un mage de niveau expert comme lui, elle se permettait d'expérimenter. La troisième attaque fut neutralisée par l'intervention de Garon. Grimoire soupira. Un expert était vraiment un expert. Il admit franchement que si sa puissance magique était plus profonde, il serait en danger. Cela signifiait qu'elle avait une technique de haut niveau, mais était limitée par sa capacité magique totale. Grimoire acquiesça silencieusement. Cette analyse tapait dans le mille. N'ayant pas connu le second éveil, elle ne pouvait lancer que des missiles magiques basiques. Mais en rendant un mage de haut niveau si déconcerté, elle était suffisamment excellente. Après avoir quitté la bibliothèque, Garon espérait pouvoir garder cette affaire secrète. Elle se rappela la règle d'éviter les conflits avant l'élection, et accepta aussitôt. Garon s'enquit de son logement et elle donna le nom de l'auberge. Garon se figea en l'entendant, déclarant sans détour « Celui qui a recommandé cet endroit n'était certainement pas un ami. » Apprenant qu'elle avait tous ses bagages sur elle, il l'invita dans un meilleur endroit. Grimoire, au début, n'y avait pas prêté attention, pensant que toutes les auberges se ressemblaient, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent dans le hall resplendissant de l'hôtel. Ils étaient stupéfaits. C'était un monde à part de l'auberge précédente. Riel trembla légèrement de colère, emplie d'un sentiment de trahison. Elle avait tellement fait confiance à Becky, et pourtant, elle l'avait mise dans le pire endroit. Elle voulait vraiment retourner immédiatement et donner une dure leçon à cette personne. Grimoire lui rappela que c'était aussi leur faute d'avoir fait confiance trop facilement aux autres. Reuel le nia fermement, croyant que la faute incombait entièrement à la menteuse Becky. Grimoire ne put que suggérer de se venger lors de la sélection de demain. L'humeur de Reuel s'améliora aussitôt, et elle se mit à savourer le festin. Garon demanda à Reuel si elle avait déjà rencontré Rebecca. Reuel fit remarquer que cette personne était la tueuse de la route. Garon révéla une vérité encore plus troublante. Rebecca avait participé à la sélection de nombreuses fois, mais sa qualification avait été révoquée pour des meurtres excessifs. Elle avait même tué un administrateur. Sa notoriété était déjà très répandue. Elle réprimait sa soif de sang toute l'année, ne la libérant pleinement que pendant les périodes de test. Grimoire comprit soudain pourquoi on la qualifiait de meurtrière incontrôlable. Reuel était confuse et communiqua avec Grimoire par télépathie. Si elle était si dangereuse, pourquoi la tour de magie ne l'avait-elle pas bannie complètement? Grimoire émit son hypothèse. Il l'utilisait peut-être, la traitant comme un outil de nettoyage lors de tests pour atteindre des objectifs cachés. Le lendemain, le motif magique sur leurs mains les guida. Ils arrivèrent devant un bâtiment. Au moment où ils ouvrirent la porte, une immense puissance magique jaillit comme une marée. Reuel se sentit étourdi, mais Grimoire reconnut immédiatement cette sensation. C'était le signe qu'un cercle de téléportation s'activait. Ils allaient être envoyés ailleurs. Une fois le pouvoir magique dissipé, ils se retrouvèrent dans une salle magnifique. Des mages étaient rassemblés tout autour, et un trône ancien se dressait devant eux. Grimoire reconnut que ce n'était pas le palais actuel, mais d'anciennes ruines cachant trésors et savoirs, généralement gardés par des pièges mortels et des gardiens, un donjon de haut niveau. Grimoire pouvait à peine croire que le test se tenait dans un endroit si dangereux. À ce moment, Reuel commença à chercher Garen, mais une voix désagréable vint de derrière. Rebecca vint avec un grand sourire, feignant de les saluer chaleureusement. Elle demanda expressément si elle aimait séjourner à l'auberge de la Baleine Céleste. La colère monta dans le cœur de Reuel, mais son apparence devint encore plus froide. Elle a délibérément dit qu'elle n'était pas allée à cette auberge. Le sourire de Rebecca se glaça instantanément. Reuel prétendit alors être allé au meilleur hôtel Steenwood. Grimoire se réjouit en silence. Pour l'instant, il ne pouvait utiliser que des mensonges pour se défouler. À ce moment, les administrateurs des 5 grandes tours apparurent, et ils ont annoncé que le test débuterait bientôt. Rebecca baissa la voix et menaça Reuel avec fureur. Après le test, elle réglerait ses comptes avec Reuel en premier. Reuel a seulement répondu légèrement, disant qu'elle avait très hâte. L'administrateur annonça que le deuxième test serait une mission d'équipe de 3 personnes. Les coéquipiers seraient désignés par la direction, leur demandant de coopérer à l'improviste. Après avoir clairement vu ses coéquipiers, l'expression de Rebecca se figea complètement. Elle et Reuel, avec une fille rousse, étaient dans la même équipe. L'administrateur leur a donné 30 minutes pour faire connaissance avec leurs coéquipiers. Rebecca a failli s'effondrer. Cet arrangement la rendait furieuse. Reuel sourit joyeusement, déclarant que leur confrontation devait être reportée. Elle se plaignit à Grimoire, sans pouvoir cacher le sourire sur son visage. Reuel admit que mettre Rebecca en colère lui procurait une grande satisfaction. À ce moment, l'administrateur a demandé si quelqu'un avait d'autres questions. Rebecca a immédiatement levé la main avec enthousiasme. Elle a demandé quoi faire si les coéquipiers avaient des conflits. L'administrateur a répondu mécaniquement. Les conflits sont inévitables, mais la coopération est la bonne voie. Rebecca insista. Et si les coéquipiers commençaient à s'attaquer avec de la magie? Dès que ces mots furent prononcés, toute la salle devint silencieuse. Le sourire de l'administrateur resta inchangé, mais profond et impénétrable. Reuel et Grimoire sentirent tous deux une forte inquiétude monter dans leur cœur. L'administrateur annonça finalement la règle. Si une personne de l'équipe mourait, toute l'équipe serait éliminée. Le visage de Rebecca était plein de choc et de résistance. Puis elle a perdu le contrôle et a hurlé, demandant quelle règle absurde c'était. Les participants environnants chuchotaient également. Des plaintes montaient partout. Certains pensaient que c'était trop dur.
Les autres méprisaient les coéquipiers qui les retenaient. L'administratrice observait froidement tout cela, puis ordonna à tous de se taire. Elle souligna sans pitié que les mages étaient depuis longtemps choyés par la société, simplement parce qu'ils possédaient du pouvoir. Même leur comportement grossier restait incontesté. Au fil des décennies, beaucoup étaient devenus arrogants et inadaptés socialement, et les tours de magie nécessitaient des camarades capables de combattre ensemble, et non des loups solitaires. Ce second test d'équipe servait précisément à éliminer ce genre de personnes. La poitrine de Rebecca se souleva violemment tandis qu'elle ravalait ses jurons. Finalement, elle a crié de frustration, avant de donner la main à Riley, extrêmement réticente. Grimoire voyait son fort désir de participer, mais Riley soupçonnait intérieurement que cette obéissance n'était qu'un autre masque. À ce moment-là, la coéquipière aux tresses rouges les salua timidement de loin, se tenant à distance avec une petite voix. Rebecca ne put s'empêcher de dire sarcastiquement qu'elle n'entendait rien du tout. La fille rougit et s'approcha, bégayant sa présentation. Son nom était Olivia, de l'Académie de la Flamme, célèbre pour la magie ancienne. Ses mots furent comme mettre le feu aux poudres. Rebecca s'effondra instantanément de rage. Elle rugit, accusant l'équipe d'avoir un élément inutile et raté parmi eux. Riley demanda, pleine de confusion, pourquoi cette magie ancienne était tant méprisée. Grimoire expliqua avec un sarcasme mordant, la magie ancienne n'était que de vieux contes de fées dépassés, des ordures que seuls des idiots romantiques qui croyaient pouvoir déplacer des montagnes et remplir les mers, daigneraient étudier. Grimoire fit l'inventaire des membres de l'équipe, désespérés. Rebecca, une illusionniste aux humeurs volatiles qui pourrait tuer des gens. Olivia, une asociale obsédée par la magie ancienne inutile. Plus Riley, c'était tout simplement la pire combinaison de l'année. À ce moment, Karen s'approcha, demandant avec inquiétude si Riley allait s'adaptant. Riley a répondu poliment et lui a demandé en retour comment allait son équipe. Géron semblait plutôt satisfait. Cela rendit Grimoire jaloux. À ce moment, les jurons de Rebecca se firent entendre. Géron fronça les sourcils, l'air entendu. Il a dit qu'avoir Rebecca et un mage ancien était une fortune ou une infortune incertaine. Grimoire était d'accord intérieurement. Rebecca avait des capacités, mais elle perdait facilement le contrôle ou trahissait, alors que la magie ancienne d'Olivia n'avait absolument aucune valeur pratique en combat. Cela signifiait que la puissance de combat réelle n'était que Riley et la peu fiable Rebecca. Riley sentait que le chemin à parcourir serait difficile. Grimoire se força à se ressaisir, disant qu'il n'y avait plus de retour possible. Il rappela à Riley que les autres équipes avaient nécessairement les mêmes griefs. Tout le monde se plaignait de la nullité de leurs coéquipiers. Surmonter cette mentalité, découvrir les forces de ses coéquipiers et travailler ensemble, c'était le but de cette épreuve d'équipe, bien que coopérer avec ces deux-là ne serait certainement pas facile. Géron fit ses adieux et partit. Riley regarda son dos s'éloigner et se fit Jeannette. Elle réalisa soudain que ses anciens amis étaient devenus des adversaires. Grimoire sentit ses émotions et lui parla pour la réconforter de ne pas s'inquiéter. Le dernier semestre d'entraînement rigoureux n'était absolument pas vain. Il croyait en ses capacités. Il était certain que ce test deviendrait une étape clé vers l'atteinte de leur objectif. Le temps de préparation de 30 minutes était écoulé, et l'administrateur a rassemblé tout le monde à nouveau. Elle a montré l'entrée, annonçant que le deuxième test commencerait bientôt. Le test aurait lieu dans le labyrinthe des ruines antiques. Le but était de trouver un trésor caché. Lors de l'activation du sort, une boule de cristal projeta une étrange silhouette dorée. Rebecca reconnut immédiatement que c'était un dangereux golem doré. L'administrateur ajouta aux règles. Le test doit être complété en 24 heures, et 2 conditions cruelles doivent être remplies pour réussir. Premièrement, à la fin de l'épreuve, ils doivent obtenir le noyau du golem. Deuxièmement, tous les membres de l'équipe doivent survivre. Grimoire analysa silencieusement. On aurait dit qu'il devait seulement faire attention au piège. De nombreux mages ont également poussé un soupir de soulagement, pensant que la tâche serait plus simple que prévu. Mais l'administrateur leur a vite rappelé qu'il n'y avait que 3 golems d'or en tout, alors qu'il y avait 14 équipes qui participaient. Le taux de réussite a été abaissé à un glaçant 20%. Grimoire a instantanément compris que ce n'était pas simplement une chasse au trésor. Les organisateurs cherchaient à les regarder s'entretuer pour des ressources qui étaient limitées. La voix de l'administrateur retentit de nouveau, mentionnant la source de danger la plus importante, ce monstre extrêmement dangereux, la chimère. Grimoire trouvait cette description étrangement familière, jusqu'à ce que l'administrateur mentionne l'incident de la liche qui avait envahi l'Empire il y a 5 ans. Grimoire se figea complètement. Ces monstres venaient en fait de la liche. Se souvenant de cette maudite tête de squelette, il brûla de colère. Jamais il n'aurait pensé, lui, le professeur de la liche, qu'il était devenu complice du mal. À ce moment, l'administrateur annonça que le test avait officiellement commencé. En franchissant la porte, il serait téléporté au hasard dans un coin des ruines. Grimoire suivit Riley à l'intérieur du donjon. Vraiment, tout ici était déraisonnablement gigantesque. Soudain, de violents tremblements vinrent dessous leurs pieds, comme si la terre s'éveillait. Un pied géant, enveloppé de chaînes, apparut devant eux. Tous levèrent les yeux, voyant passer un gigantesque soldat de pierre, entièrement cuirassé. C'était probablement le soi-disant défi. Selon son expérience, Grimoire pensait qu'il ne devait pas se battre contre cette chose, et qu'aucun fou ne devrait s'intéresser à une bataille aussi inutile. Mais le cri excité de Rebecca brisa immédiatement tout cet espoir. Les yeux brillants, elle proposa d'attaquer ce monstre tout de suite. Riley attrapa immédiatement le bras de Rebecca. Rebecca se débattait violemment, se demandant pourquoi il manquerait de cette occasion en or. Elle désirait ardemment le frisson de combattre de puissants ennemis, trouvant cela tout à fait romantique. En entendant cela, Grimoire restait complètement sans voix, incapable de saisir sa logique. Pas du tout. Riley a tenté de la dissuader, disant que même victorieux, il n'y aurait pas de gain. Mais Rebecca dit que la romance elle-même était le plus grand gain. Grimoire et Riley croyaient que ce bizarre n'était qu'une exception, mais le rugissement sauvage d'une autre équipe brisa instantanément leur illusion. Ce groupe de mages vit le soldat de pierre et voulut aussi se battre, excité. Voyant cela, Rebecca devint plus anxieuse, craignant que d'autres ne lui volent son plaisir, tandis que Riley luttait pour la retenir. Les mages là-bas avaient déjà attaqué. Une gigantesque orbe magique a bombardé la statue, mais celle-ci l'a encaissée de plein fouet avec son visage. Avant que les mages n'aient pu se remettre de leur stupeur, un pied gigantesque est déjà descendu, obscurcissant tout le ciel. Le sang a giclé la seconde d'après, maculant de rouge le sol ancestral. Les coéquipiers survivants se mirent à hurler et à s'enfuir dans toutes les directions. Le soldat de pierre leva lentement sa gigantesque épée, pareille à une guillotine. La lumière de l'épée s'abattit, et les silhouettes en fuite et les cris s'arrêtèrent brusquement.
Rayleigh et Olivia serrèrent très fort Rebecca, qui était complètement stupéfaite. Le front de Rebecca dégoulinait de sueur froide, tandis qu'elle changeait de discours, disant qu'il devrait trouver le golem d'or en premier. Rayleigh essayait de condenser le pouvoir magique, mais ressentait un fort sentiment d'obstruction. Grimoire a expliqué que ces ruines antiques étaient très dangereuses. Cet endroit était plein d'interférences et de restrictions anciennes. Les perceptions y étaient sévèrement supprimées, des couches superposées de sorts perdus. Les franchir serait extrêmement laborieux. Dans cet environnement, la magie d'orientation ordinaire ne pouvait absolument pas fonctionner, mais il croyait toujours en Rayleigh, lui demandant combien de temps il lui faudrait pour achever la cartographie. L'expression de Rayleigh était calme, donnant avec assurance une réponse de moins de 5 minutes. Pour elle, restreindre le pouvoir magique, c'était comme se couvrir un œil, mais pas une cécité complète. Grimoire se sentait soulagé. N'importe qui ici serait irritable et mal à l'aise. Seule Rayleigh pouvait garder son calme habituel, complètement différente de quelqu'un d'autre. À ce moment, Rebecca était enragée par la frustration de son pouvoir magique. Elle cherchait avec irritation des idées auprès d'Olivia, demandant comment trouver la cible. Olivia a dit timidement que sa magie ancienne ne pouvait rien faire. Cette réponse rendit Rebecca encore plus mécontente, la grondant d'être complètement inutile. Dans sa colère, Rebecca a ordonné à Olivia de lever la main et de se frapper elle-même la tête. Et la scène d'Olivia qui pleurait tout en obéissant a laissé Grimoire complètement stupéfait. À ce moment, Olivia a suggéré calmement qu'il pourrait utiliser les clones de Rebecca pour faire de la reconnaissance. Grimoire se rappela l'information mentionnant 20 clones et jugea cela faisable, mais le visage de Rebecca affichait une expression troublée. Elle créa quelques clones, puis donna une explication. Le principe pour que les clones partagent leur vision était qu'ils devaient être vivants. Dans ces ruines truffées de pièges, les clones étaient extrêmement vulnérables aux moindres incidents. Contrôler un grand nombre de clones était déjà une tâche extrêmement ardue, sans parler de devoir gérer des attaques en même temps. Une fois tous les clones détruits, son énergie magique serait aussi épuisée, incapable de combattre. Après avoir écouté, Olivia ne put que baisser la tête, se sentant coupable. Rebecca se tourna avec agacement vers Rayleigh, cherchant à voir ce qu'elle était en train de faire. Avant même qu'elle n'ait pu terminer sa phrase, Rayleigh annonça que tout était bel et bien terminé. Alors que la lumière jaillissait, une carte de chemin complexe et détaillée apparut devant eux. Sous le choc, ils demandèrent ce que c'était. Rayleigh a dit que c'était de la recherche de chemin. Rebecca ne pouvait pas le croire. C'était tout autre que la forme qu'elle connaissait. En voyant les résultats améliorés de Rayleigh, Grimoire ressentit une grande fierté. Rayleigh l'a nommé avec assurance. La super méga recherche de chemin d'arc de Rayleigh. Grimoire a immédiatement opposé son veto à cette idée de nom. Tout le monde suivait l'itinéraire que Rayleigh avait marqué. Soudain, elle a crié d'arrêter. La seconde suivante, plusieurs flèches les ont effleurées et se sont plantées dans le mur. Rayleigh a calmement signalé qu'il y avait un piège à flèches là. En chemin, elle a guidé tout le monde pour éviter des dizaines de mécanismes mortels successivement. Rebecca n'a pas pu s'empêcher de lui demander pourquoi elle était si douée pour gérer les pièges. Grimoire l'a félicité en silence. C'était une alliance parfaite de talent et d'expérience. Précisément grâce à elle, l'équipe a pu économiser une grande quantité de pouvoir magique pour sa défense. Le cri d'Olivia va interrompre leur pensée. Devant eux, une scène misérable. Les corps brisés étaient éparpillés partout. Rebecca analysa les blessures, estimant qu'elles provenaient de monstres canins. Ces gens avaient épuisé leur pouvoir magique et leurs pièges et n'avaient finalement plus la force de résister. Elle se tourna vers Rayleigh, n'ayant que rarement reconnu sa contribution, mais Rayleigh lui demanda directement de la remercier. Elle refusait de la remercier, se demandant pourquoi Rayleigh se montrait si agressive. Toutes deux ont alors soulevé de vieilles rancunes, Rebecca allant même jusqu'à exiger un combat avec enthousiasme. La voix tremblante d'Olivia s'inséra, les suppliant de respecter les morts. Elle observa les corps avec une profonde pitié, voulant s'avancer pour leur fermer les yeux. Rebecca l'arrêta brusquement, l'accusant de s'immiscer et de manquer de bon sens. Le mucus huileux attaché au corps était la bave du monstre chien. Le sens de l'odorat des monstres était extrêmement développé. Toucher les traces révélerait la position de chacun. Alors seulement Olivia s'excusa, apeurée, le visage pâle. Rebecca lui dit de retenir cette leçon. Dans les donjons, ils doivent toujours faire preuve de vigilance. Mais Rayleigh a fait remarquer que Rebecca voulait seulement affronter le géant. Rebecca a rétorqué que c'était tout à fait autre chose. Combattre de puissants ennemis était romantique. En parlant, d'autres mages apparurent soudainement devant eux. Les deux camps sont immédiatement entrés en confrontation. Rebecca était excitée par cette première bataille, mais Olivia se sentait de nouveau mal à l'aise. La seconde d'après, un incident s'est produit. Les mages adverses ont été pris en embuscade. Le mage dévoré poussa un hurlement perçant. Les coéquipiers survivants étaient terrifiés, figés sur place. Ce monstre invisible a finalement révélé lentement sa forme hideuse. Olivia se couvrit la bouche d'effroi, au bord des larmes. Ils se sont rapidement dissimulés, retenant leur respiration, espérant que la créature s'en aille d'elle-même. Grimoire ressentait des nausées, trouvant que cette épreuve était bien trop cruelle. Contre toute attente, Olivia fut la première à craquer, et elle se mit à avoir des hauts le cœur. Rayleigh lui signala calmement par télépathie que quelqu'un d'autre avait déjà vomi en premier. Grimoire lui demanda soudain si elle voulait combattre cette chimère. Ce monstre se régalait copieusement. La scène était sanglante et terrifiante. Rayleigh observait, évaluant ses capacités intérieures. Elle comprit que plus le monstre mangeait, plus il gagnait en force. Grimoire sourit, l'incitant à faire de l'exercice. Un regain d'esprit combatif s'éveilla dans le cœur de Rayleigh. Elle sortit la première, puis se retourna et adressa une invitation à l'impétueuse Rebecca. Rebecca s'est immédiatement excitée, ses yeux lançant des éclairs guerriers. Les deux sortirent de leur abri ensemble, faisant face directement à cette chimère féroce. La chimère les remarqua immédiatement. Condensant du pouvoir magique dans sa gueule, une orbe magique puissamment destructrice bombarda rapidement Rayleigh. L'expression de Rayleigh ne changea pas. Elle leva la main et lança un sort. L'attaque avait été facilement neutralisée, et la chimère laissa échapper un rugissement de frustration. Mais Rayleigh ressentit inexplicablement au fond de son cœur une trace de pitié inappropriée. Elle pensait que même les monstres devraient profiter d'un moment de paix en mangeant. Rebecca apparut rapidement derrière le monstre, félicitant Rayleigh pour son bon travail, mais souligna immédiatement que c'était encore loin de son niveau. La chimère se retourna furieusement, sa gueule ensanglantée se refermant sur Rebecca. Rebecca fit un bond, aussi gracieuse qu'une danseuse, atterrissant sur sa tête tout en parant l'attaque. Elle a nargué le monstre avec des mots enfantins. Rayleigh était impuissante face à sa personnalité enfantine. Elle avait perdu patience, condensant un missile magique dans sa main. Elle demanda à Rebecca s'il devait vite mettre fin à cette bataille. Rebecca a aussi rassemblé de la lumière dans sa main, souriant en signe d'accord. Toutes deux ont attaqué simultanément, des projectiles magiques traçant des trajectoires mortelles.
La lumière a transpercé le corps de la chimère, formant une croix. La bataille s'est terminée, mais Olivia s'est cachée dans un coin, marmonnant pour elle-même. Même quand Rebecca l'a appelée, elle n'a pas répondu, ce qui la rendit furieuse aussitôt. Alors que Rebecca était sur le point d'exploser à nouveau, Grimoire couvrit les oreilles de Rayleigh. Il sourit amèrement, disant que c'était peut-être la façon unique de Rebecca de montrer son inquiétude. Rayleigh s'est aussi rendu compte que Rebecca n'était pas une berserker écervelée. Du moins, elle ne prenait pas plaisir à tuer, mais elle avait ses propres principes étranges. Cela les a un peu troublés, car cela différait de l'avertissement de Garen. Si les paroles de Garen ne pouvaient être entièrement fiables, la vérité devenait encore plus confuse. Mais la priorité était toujours de réussir l'épreuve devant eux. À ce moment, Olivia acheva enfin sa longue prière. Rebecca ne comprenait absolument pas l'intérêt de cette peine, puisque les gens étaient déjà morts. Olivia a commencé à divaguer en expliquant d'anciennes traditions magiques. Grimoire avait résumé que tout ceci n'était que du contenu périmé, issu de la magie la plus ancienne. À cet instant précis, Rayleigh eut soudainement l'idée d'une question absolument essentielle. Elle se retourna vers Olivia, son regard étant alors rempli d'une très profonde confusion. Elle se souvenait qu'Olivia avait dit qu'elle ne pouvait pas utiliser la magie ancienne pour s'orienter. Si elle ne trouvait pas son chemin, alors comment a-t-elle réussi le premier test? Tout le monde regardait Olivia, rempli de doutes. Une personne qui ne trouvait même pas son chemin, comment a-t-elle bien pu réussir le premier test? Olivia bégaya, les yeux fuyants, cachant clairement un secret. Finalement, elle avoua n'avoir pas cherché elle-même ce bureau, mais avoir chargé la guilde des mages, experte en repérage, de le faire. Elle prétendait être un génie inégalé, recherchant l'ancienne théorie magique. Entrer dans les 5 grandes tours était son destin. Il devrait même la supplier, mais en réalité, elle était coincée à l'académie, complètement incapable de trouver son chemin, jusqu'à ce qu'elle rencontre une mage qui venait de réussir l'examen d'entrée et qu'elle a approché pour de l'aide. Mais ils ont non seulement refusé, mais ils l'ont humiliée. De son point de vue, c'était absolument incompréhensible. Elle avait été d'une telle politesse. Grimoire estimait que n'importe quelle personne sensée ferait le même choix. Et la voix d'Olivia s'est faite plus basse, révélant une légère trace de culpabilité. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas eu le choix et a eu recours à un sort très ancien. C'était précisément sa spécialité, les malédictions destinées à la torture. Finalement, ce mage a fini par céder sous l'effet de ses douloureux tourments. Après avoir écouté, Rebecca fixa d'abord la scène avec une incrédulité totale, avant d'éclater d'un rire absolument incontrôlable, se roulant littéralement sur le sol. Quelqu'un qui avait traversé des malédictions de torture osait donner des leçons sur le respect dû aux défunts? Cette contradiction si extrême la fit pleurer de toutes ses larmes, mais de rire. Grimoire et Rayleigh échangèrent des regards, remplis d'impuissance intérieure. Pourquoi aucun de leurs coéquipiers n'était normal? Après ajustement, l'équipe a continué d'avancer. 12 heures s'étaient écoulées depuis le début de cette épreuve. Le noyau, lui, demeurait toujours introuvable. Les légendaires golems dorés étaient très doués pour la dissimulation et s'enfuyaient activement. Même s'ils pouvaient détecter sa présence, ils ne pouvaient pas l'attraper aisément. Rebecca était un peu découragée, soupirant que la mission était bien plus difficile qu'imaginée. Mais Rayleigh s'est soudainement concentrée, observant attentivement la carte. Elle a dit que 2 réactions de golems stationnaires sont apparues à proximité. Au même moment, Harpel extraisit le noyau brillant des restes du golem. Il poussa un soupir de soulagement, mais savait au fond de lui que tout reposait sur le talent de Garen. Face à cette légende vivante, il n'avait qu'une profonde admiration et de la révérence. Il a suggéré à l'équipe de se reposer temporairement. Après tout, le but était atteint. Mais Garen refusa et demanda à Harpel en retour s'il ressentait quelque chose d'inhabituel. Puis il prit ce noyau, examinant attentivement le pouvoir magique à l'intérieur. Il a souligné que ce pouvoir magique, puissant et particulier, devait être spécialement créé par la tour. Mais étrangement, une telle puissance vigoureuse n'avait jamais été ressentie auparavant. Harpel, en tant que mage de haut niveau, réalisa aussi la contradiction. Garen dévoila le premier secret, en lui faisant examiner la peau externe du golem. Harpel fut choqué de découvrir que c'était en fait une peau de dragon rare enchantée. La peau de dragon offrait une très forte résistance au sort de repérage, dissimulant parfaitement le cœur. Géron posa la deuxième question, d'un ton significatif. Maintenant que le cœur était exposé, la magie plus dissimulée, qu'allait-il advenir? Harpel n'avait pas encore compris lorsque Garen lui répondit froidement. Il dit que le véritable but du test n'était pas de trouver le noyau. Avant qu'il n'ait fini de parler, d'autres silhouettes de mages émergèrent progressivement de toutes les directions. Ils furent tous attirés par la puissante énergie magique, soudainement révélée. Harpel comprit instantanément. C'était le plan cruel des 5 grandes tours. La première équipe à trouver le noyau deviendrait immédiatement une cible pour tous. Ce que les tours voulaient observer était la réaction et les choix de l'équipe en situation de crise. Cependant, un autre doute plus profond s'empara d'Harpel. Puisque Garon avait déjà tout percé, pourquoi extraire le noyau si tôt? Garon tourna la tête, un sourire dément s'épanouissant lentement sur son visage. Il a dit calmement vouloir profiter de cette occasion pour tous les prendre dans un seul filet. Les mages crièrent et lancèrent une attaque conjointe, visant Garon directement, mais il ne bougea pas d'un pouce. Quand l'attaque approcha, sa baguette déchaîna une puissance magique étonnante. Ceux qui s'élancèrent les premiers furent frappés comme par un coup violent, s'effondrant aussitôt à genoux comme suffocants. Les assaillants suivants furent soulevés par des forces invisibles et projetés dans les airs. Les coéquipiers regardaient stupéfaits, laissant échapper une admiration sincère, mais Garon a seulement calmement instruit les deux de se préparer à travailler ensemble. Travailler ensemble, s'occuper de 10 faiblards n'était absolument rien. En même temps, Rebecca a vivement ressenti le pouvoir magique du noyau. Elle a vivement encouragé son équipe à s'y ruer pour le disputer sans tarder, mais Rayleigh a froidement refusé, jugeant qu'y aller maintenant n'était pas sage. Rebecca a rétorqué vivement, craignant de n'avoir plus rien en y allant tard. Rayleigh a fait remarquer qu'il n'était pas la seule équipe à pouvoir concevoir un tel plan. Si tout le monde se rassemblait pour une mêlée générale, la situation deviendrait totalement incontrôlable. Elle a proposé une idée beaucoup plus audacieuse, celle de partir à la recherche d'un autre noyau. Malgré la réticence de Rebecca, elle ne pouvait réfuter le jugement de Rayleigh. Elle a finalement fait un compromis et a obéi à Rayleigh. Ils comprenaient tous que sa capacité d'orientation était extraordinaire. À moins d'avoir un pouvoir magique extrêmement élevé, on ne pouvait compter que sur la chance pour trouver des cibles. À cet instant, le noyau initialement caché a soudainement éclaté d'une lumière intense. Une immense puissance magique a déferlé comme le phare le plus lumineux dans la nuit noire. Presque tous les concurrents furent attirés, se ruant frénétiquement vers elle. Des combats chaotiques et des bruits d'explosion venaient du lointain.
La scène était féroce, mais Rayleigh devint suspicieuse. Cette éruption de puissance magique était beaucoup trop fortuite. Elle soupçonnait que quelqu'un avait délibérément mis en place ce piège et cet appât. Le but était de faire en sorte que les compétiteurs s'entretuent et de réduire les effectifs. Grimoire pensait que cette idée était absurde, lui disant de se concentrer sur la recherche du dernier golem d'or. Ils ont continué à chercher comme prévu. Écoutant l'agitation lointaine, l'impulsion de combat de Rebecca était difficile à réprimer. Pour détourner l'attention, elle se tourna soudainement vers Olivia, lui demandant pourquoi, parmi toutes les magies, elle avait choisi la magie ancienne la plus obscure. Olivia fut prise au dépourvu et recommença à bégayer. Rayleigh intervint, disant que la technique de clone de Rebecca était aussi une école minoritaire. Rebecca rétorqua, affirmant qu'elle maîtrisait au moins la magie de base, tandis qu'Olivia semblait vivre complètement dans un autre monde antique. Elle a ensuite adouci son ton, expliquant que sa question n'était motivée que par la curiosité. Elle désirait connaître la véritable raison qui l'avait poussée à choisir cette voie si difficile. Olivia finit par évoquer, à voix basse, le grand désir qu'elle nourrissait depuis l'enfance. Elle pensait que les grands sorciers oubliés des contes étaient vraiment fascinants. En entendant cela, les yeux de Rebecca trahirent une déception manifeste. Elle soupira que ces histoires de déplacer des montagnes et de retourner les mers n'étaient que des contes. Même si la plus grande sorcière renaissait, ce serait absolument impossible. Olivia défendit avec ferveur, disant que ce n'était pas que des histoires. Mais Rebecca demanda en retour, si ça existait vraiment, pourquoi personne ne pouvait l'utiliser? Pourquoi la magie ancienne était-elle toujours méprisée et moquée par tout le monde, encore aujourd'hui? Olivia était sans voix, ne pouvant que marmonner qu'ils avaient encore besoin de temps. Le ton de Rebecca devint grave et inquiet. Elle a pressé Olivia d'affronter la réalité, de ne pas gâcher un talent précieux. Elle a même évoqué sa propre obsession passée pour la magie illusoire. Avant de terminer, elle a tristement fermé la bouche et a soupiré profondément. Elle a finalement ajouté que tout cela était pour son propre bien. Olivia ne put qu'acquiescer en silence et la remercier doucement. Rayleigh, marchant devant, entendit tout. Elle n'a pu s'empêcher de demander à Grimoire si cette magie digne d'un conte de fées était vraie ou non. Qui d'entre eux avait raison? Grimoire resta silencieux pendant un moment avant de donner une réponse définitive. Il a dit qu'Olivia avait raison. Ce n'était pas des contes de fées. Déplacer des montagnes, fendre les mers, anéantir des milliers de personnes. Tout cela était de l'histoire véritable. C'était la légende immortelle qu'il avait créée avec ses disciples. Rayleigh était plongé dans la confusion. Si c'était la vérité, pourquoi les gens l'oublieraient-ils? Il a expliqué que cela était étroitement lié aux changements historiques. Dans le passé lointain, l'ère de la guerre sans fin toucha finalement à sa fin. Un roi liche d'une grande puissance unifia le continent et fonda l'empire Retaz. Il déclara que la paix était enfin arrivée, et les mages de guerre perdirent instantanément leur raison d'être. La magie de destruction n'était désormais plus nécessaire. L'empire les a envoyés dans des laboratoires, se tournant vers la recherche civile en ingénierie magique. La réparation et l'exploration des donjons laissés par la guerre devinrent la tâche principale. Ils avaient besoin de développer une nouvelle magie efficace pour faire face à ces défis. Cependant, les sorts explosifs pouvaient éliminer les monstres, mais ils apportaient aussi la catastrophe. Une utilisation incontrôlée dans un donjon a provoqué l'effondrement complet du plafond, ensevelissant de nombreuses personnes vivantes. Parmi elles se trouvait un de ses disciples personnels. Rayleigh se tue, ressentant le coup cruel de cette histoire. Puis, le développement de la magie a pris une direction opposée. Le système de magie moderne recherchant sécurité, précision et efficacité s'est généralisé, tandis que la puissante magie ancienne fut progressivement abandonnée. Quand l'Empire s'est stabilisé et que les générations futures ont renouvelé leur intérêt, il était trop tard. Les légendes devinrent des contes de fées, puis de la fantaisie. Rayleigh ne put s'empêcher d'insister. Se souvenait-il encore lui-même de l'utiliser? Grimoire semblait apathique. Ce souvenir était inutile, car elle n'avait aucun endroit où l'appliquer. Mais Rayleigh proposa fermement qu'elle était prête à apprendre la magie ancienne. Grimoire rejeta immédiatement cette idée naïve et dangereuse. La magie ancienne était bien loin d'être simple. Cela exigeait de tout reprendre à zéro, une étude complète. Cela impliquerait qu'elle doive abandonner toutes les réussites magiques accumulées jusqu'à présent, y compris son plus grand avantage, cette affinité exceptionnelle pour le mana. Après avoir entendu cela, Rayleigh a rejeté catégoriquement cette idée irréalisable. À ce moment, ils ont découvert des mages devant eux. Ils venaient de capturer un golem doré. Tout le monde semblait complètement épuisé, ayant visiblement traversé une dure bataille. Rebecca était ravie. La cible apparut enfin devant eux. Mais Rayleigh remarqua immédiatement qu'il ne faisait que retenir le golem, pas en extraire le noyau. Le golem poussa un sourd grognement, et les mages lancèrent aussitôt des sorts pour le calmer. Grimoire pensait aussi que ce comportement était quelque peu anormal, jusqu'à ce qu'il découvre le matériau spécial recouvrant le corps du golem. C'était de la peau de dragon, un matériau précieux qui pouvait isoler les fluctuations magiques du noyau. Ne pas extraire le noyau servait à cacher son existence et son emplacement. Grimoire rappela aussitôt à Rayleigh que cette équipe n'était vraiment pas simple. Mais Rebecca surgit soudainement. Pour elle, affronter de puissants adversaires était juste une routine. Elle est sortie de façon spectaculaire, exigeant qu'ils lui remettent le noyau du golem. Ces trois mages se sont levés rapidement, adoptant des postures défensives. Rebecca a condensé une orbe magique éclatante dans sa main, riant follement tandis qu'elle accumulait sa puissance. Alors que la bataille était sur le point de commencer, un incident s'est produit. Le mage en chef s'est effondré sur ses genoux dans un bruit sourd, criant « Rendez-vous !» Rebecca en fut immédiatement abasourdie. Ceci dépassait absolument toutes ses attentes. Ses coéquipiers, choqués, ne comprenaient pas le comportement du capitaine, mais il se retourna et leur ordonna sévèrement de s'agenouiller aussitôt. Tous trois s'agenouillèrent ensemble. La scène devint incroyablement ridicule et étrange. Rebecca était très confuse. Pourquoi se rendre directement alors qu'il n'était pas faible? Rayleigh avait supposé que c'était peut-être dû à la réputation particulièrement féroce de Rebecca. Cependant, la supplique tremblante et désespérée de ce capitaine révélait la véritable raison. Il n'était pas en train de supplier Rebecca, mais d'implorer Olivia pour obtenir son... Il cria, prêt à remettre le noyau. « S'il vous plaît, n'utilisez plus la malédiction de la torture. » Le visage d'Olivia devint instantanément embarrassé tandis qu'elle expliquait discrètement à ses compagnons que c'était celui qui l'avait aidé à réussir la première série d'épreuves. Il ne pouvait pas imaginer à quel point la malédiction de torture d'Olivia était terrifiante. Peu après, le golem doré dormait paisiblement dans les bras de Rayleigh.
Une trace de douceur monta dans son cœur lorsqu'elle décida de l'appeler Toby. Rebecca fut trompée par son apparence mignonne et s'avança pour le caresser. La seconde d'après, Toby la mordit. Une marque de dents resta clairement visible sur le bout de son doigt. Rayleigh soupira, impuissant. Cette équipe était toujours pleine de chaos imprévus, mais heureusement, ils ont obtenu le noyau sans combattre. Rebecca louait rarement Olivia, puis demanda pourquoi elle n'utilisait plus cette magie. La réponse la laissa sans voix. Cette malédiction avait un temps de recharge d'1 mois. Il ne pouvait s'empêcher de se plaindre de l'inutilité de la magie ancienne. Rebecca remarqua aussi l'accent d'Olivia, devinant qu'elle venait du Sud. Olivia l'admit, surprise, se demandant comment elle le savait. Grimoire intervint, déclarant crûment que le Sud produisait bien des gens étranges. Rayleigh critiqua aussitôt cela comme une pure discrimination régionale. Grimoire rétorqua avec enthousiasme que c'était un fait d'observation datant de dizaines de milliers d'années. Rayleigh secoua la tête, déçue, jugeant ses remarques partiales, mais entendit ensuite Rebecca annoncer avec enthousiasme qu'elle venait aussi du Sud. En entendant cela, Olivia fut ravie. Les deux se sentirent immédiatement proches. À ce moment, Rayleigh répéta les remarques discriminatoires à Grimoire, tout en agissant de manière totalement innocente, sans admettre son 2 poids 2 mesures. Grimoire se moqua d'elle, disant qu'elle avait sûrement adoré lire Pinocchio enfant. Rayleigh a dit qu'elle lisait des histoires comme Jack le voleur. Grimoire a dit qu'il ne connaissait pas. Rayleigh eut les yeux voilés. Elle expliqua doucement que c'était un livre que l'oncle Robert avait écrit spécialement pour elle. En pensant à cette figure résolue dans les flammes, son cœur se serra légèrement. Elle dit à Grimoire que l'oncle lui avait appris l'égoïsme et la méfiance. Grimoire comprit soudainement. Pas étonnant qu'elle soit devenue une personnalité si étrange. À seulement 4 heures de la fin, tout le monde était fatigué. Rayleigh étudiait la carte sans voir les adversaires approcher. Elle aussi se sentait somnolente. Grimoire l'incitait à persévérer. La victoire était juste devant. À ce moment-là, une vague de magie a soudainement déferlé. Rayleigh s'est instantanément réveillée, érigeant une barrière défensive à toute vitesse. L'attaque est venue sans prévenir. Sa capacité de détection n'avait émis aucune alerte. Rebecca et Olivia furent aussi réveillées, se sentant incrédules. Rebecca a questionné Rayleigh sur son incapacité à détecter l'approche ennemie. Rayleigh était elle aussi déroutée et pleine de confusion. Grimoire connaissait bien son don de perception. Sauf si l'adversaire était recouvert de peau de dragon, il était impossible de ne pas les sentir. Avant qu'il ait fini de parler, l'attaquant apparut, effectivement couvert de peau de dragon. À ce moment, Rayleigh se posait une question. L'adversaire possédait déjà la peau du dragon, alors pourquoi venir dérober leur noyau? Grimoire se sentait aussi mal à l'aise. Le danger de l'adversaire dépassait de loin les estimations. Ce qui faisait trembler le cœur de Rayleigh davantage était que la fluctuation magique était anormalement familière. Le pouvoir magique était comme un instrument, laissant l'empreinte unique et les traces de son utilisateur, et ce que la personne devant eux dégageait était une aura de mort profonde et sinistre. Une voix retentit, annonçant que cela faisait très longtemps. Rayleigh calma son esprit, répondant à cette méthode de retrouvailles inattendue. L'autre retira sa capuche. C'était bien Géron. Rayleigh lui demanda s'il était venu s'emparer du noyau. Géron secoua la tête, disant qu'il avait déjà obtenu le noyau nécessaire. Rayleigh était encore plus confus. Si c'est le cas, pourquoi attaquer? Géron prit la parole lentement, révélant son seul objectif pour participer à l'épreuve. C'était pour tuer Rebecca Duncan. Géron a déclaré sans détour qu'il avait de profondes rancunes personnelles contre Rebecca. Il ne pouvait pas laisser cette assassine sans honte continuer de nuire aux gens. Malheureusement, la règle de l'examen était qu'un seul décès signifiait l'élimination de toute l'équipe. Rayleigh comprit aussitôt que si Rebecca mourait, elle aussi perdrait tout. Géron présenta ses excuses pour cela, mais son intention de tuer n'était absolument pas diminuée. Rebecca s'avança en riant froidement, acceptant ainsi ce défi qui pouvait lui être fatal. Grimoire retint Rayleigh de s'avancer, analysant la différence de puissance entre les capacités des deux côtés. Rayleigh excellait au missile et à la dissipation, attaquant les points faibles adverses, tandis que la magie de Géron était réputée pour sa défense absolue, presque sans faille. C'était le plus coriace adversaire qu'il pouvait rencontrer, mais les yeux de Rebecca brûlaient d'excitation. Elle aimait toujours affronter de forts opposants. L'adversaire parfait était juste devant elle. Comment aurait-elle pu avoir une raison de ne pas se battre? Le visage de Géron était livide, ne disant plus rien, ordonnant sérieusement à ses deux coéquipiers, les avertissant que les mages qu'ils affrontaient c'était pas simple du tout, ils devaient se faire attention. Mais Dorothy ne le prenait pas au sérieux, pensant qu'un adversaire était un vieil idiot, l'autre semblait même un novice. Elle ne comprenait absolument pas ce qu'il y avait à craindre. Géron réprimanda sévèrement son erreur d'appréciation, et demanda à Harpel de surveiller attentivement Dorothy. Les ombres au sol se mirent à grandir soudainement. La magie noire engloutit instantanément tout le monde. Lumière et ombre se déplacèrent. Quand ils ont rouvert les yeux à nouveau, le champ de bataille avait été violemment divisé. Dans cet espace désormais vide, seuls Géron et Rebecca se tenaient, se faisant face à une certaine distance. Rebecca fit une élégante révérence. Pourtant son ton, malgré cette première rencontre, portait une trace de froide moquerie. Elle avait déjà entendu trop d'histoires sur lui de la part de Sharon. En entendant le nom de sa petite fille, le flot de raison de Géron se brisa soudainement. Il grogna de ne pas laisser sa sale gueule mentionner Sharon. Mais l'image de Sharon avant sa mort refit surface devant les yeux de Rebecca. Cette image lui brûlait l'âme jour et nuit et devint le carburant de son désir de tuer. Pendant ce temps, Rayleigh fut téléporté vers un nouvel endroit. C'était une immense serre. Grimoire observa rapidement la scène, découvrant Olivia déjà recroquevillée dans un coin, marmonnant pour elle-même. Heureusement, le golem doré se trouvait également là. Cela leur apporta un léger soulagement, mais Grimoire devint aussitôt très méfiant. Pourquoi l'adversaire a-t-il fait tant d'efforts? La téléportation d'ombre était extrêmement épuisante. L'utiliser juste pour diviser le champ de bataille était trop risqué. Il doit y avoir des mécanismes cachés ici, qui pourraient leur donner un avantage. Des plantes denses bloquaient la vision et interféraient avec le suivi d'énergie. Ce n'était certainement pas un champ de bataille typique et équitable, mais un terrain de chasse soigneusement sélectionné, exactement comme il l'avait analysé. Dorothy et Harpel émergèrent des ombres. Dorothy se plaignait encore, pensant que Géron avait raté la meilleure embuscade, tout en rejetant Olivia et Rayleigh avec mépris. Un lâche, un enfant novice, rien à craindre du tout. Elle s'est moquée de Rayleigh, incapable de combattre deux à la fois. Pour Rayleigh, c'était une course contre la montre. Rayleigh devait briser leur blocus avant que Rebecca ne tombe. Elle a demandé à Grimoire si elle avait une chance de gagner. Grimoire répondit lourdement. L'espoir était mince, car les deux adversaires étaient des mages de haut niveau. L'autre partie avait perdu toute patience et se mit à attaquer. Soudain, le sol se fissura, d'épaisses et hideuses lianes jaillirent de la terre.
Des fleurs mangeuses d'hommes ouvrirent leurs gueules sanglantes, pleines de crocs. Rayleigh comprit instantanément pourquoi ils avaient été téléportés ici. Harpel était un mage de terre de haut niveau qui contrôlait les plantes. Il disait qu'il avait hérité de la magie visuelle du grand sorcier Crombel. Le cœur de Rayleigh trembla. Ce nom lui était très familier. Une magie d'ombre s'était déjà glissée insidieusement à ses pieds. Elle s'éloigna d'un bond, prenant un risque dangereux. Puis les lianes florales mangeuses d'hommes ont de nouveau balayé la zone. De toutes les directions, des ennemis étaient partout. Elle est tombée dans une formation de mise à mort soigneusement préparée. Dorothy soupira, disant que combattre des mages de bas niveau pose endommageait l'estime de soi. Elle a conseillé à Rayleigh d'abandonner. Après tout, il y aurait beaucoup d'autres occasions à l'avenir. Grimoire analysa calmement la situation de la bataille. Des plantes carnivores combinées à la magie des ombres étaient en effet une combinaison difficile. Rayleigh demanda si elle avait une chance de gagner. Grimoire a reconnu qu'affronter seul 2 mages de haut niveau était une situation extrêmement désavantageuse, mais il a ensuite esquissé un léger sourire, modifiant son ton. Il a affirmé que si l'on connaissait à la fois l'ennemi et soi-même, il n'y avait plus aucune raison d'avoir peur. Il a demandé à Rayleigh qui, selon elle, devait être traité en premier. Rayleigh a choisi Harpel, celle qui contrôlait les plantes, de façon décisive. Tant que les plantes disparaîtraient, la magie des ombres perdrait aussi sa fondation. Grimoire se sentit soulagé, louant son jugement comme correct. Puis, avec une pointe de fierté, il posa une autre question. Ce grand sorcier, Crombel, créateur de la magie des plantes, qui était son professeur? Rayleigh se rappela immédiatement les 5 disciples talentueux qu'il avait mentionnés. Elle déclara sans hésitation: « C'est toi. » Grimoire sourit, se rappelant une conversation d'il y a longtemps. Il avait autrefois demandé au jeune Crombel ce qu'il aimait vraiment. L'autre tenait une plante en pot, avouant timidement qu'il aimait en prendre soin. C'est précisément grâce à cette compréhension que Grimoire se sentait désormais rempli d'une confiance totale en apercevant le sourire aux lèvres de Rayleigh. Dorothy pensait qu'elle s'était déjà rendue. Elle pressa Rayleigh de faire le choix final, se battre ou se rendre. Mais Rayleigh raconta à Grimoire un conte de fées dans son cœur. C'est un oncle de la guilde qui l'a mise au courant de l'escroc Amy. Elle allait maintenant démontrer la ruse apprise. Puis elle a montré le golem doré à côté d'elle, disant qu'il n'avait plus besoin de cette chose. Dorothy et Harpel furent tous deux stupéfaits. Ce revirement était totalement inattendu. Mais en voyant la triste expression de Rayleigh, Dorothy fut convaincue que c'était vrai. Elle accepta avec joie, s'accroupissant pour faire venir le golem. Grimoire a demandé curieusement ce qu'était exactement cette arnaque. Rayleigh a expliqué que les gens baissent souvent leur garde autour des faibles. Elle exploiterait précisément cette psychologie. Alors que le golem s'approchait et que Dorothy tendait la main pour le toucher, Rayleigh donna soudain un ordre discret. « Toby, mors là !» Le golem bondit alors, ses crocs profondément plantés dans la main de Dorothy. Le sang jaillit, tandis qu'Harpel hurlait de panique. Profitant de ce chaos, l'orbe magique condensé par Rayleigh fut projeté à toute vitesse. L'orbe fonça droit sur le visage de Dorothy. Sa vitesse était si fulgurante qu'il ne laissa qu'une traînée lumineuse. Harpel leva immédiatement un bouclier protecteur, réussissant à peine à bloquer cette attaque. Grimoire a fait remarquer que l'adversaire avait clairement sous-estimé sa puissance. Leurs 2 visages affichaient d'ailleurs une surprise absolument incroyable. Rayleigh ne marqua aucune pause, lançant aussitôt dissipation de la magie. Le bouclier d'Harpel se brisa en réponse. Les 2 esquivèrent en désordre. Dorothy couvrit sa main, tremblant de douleur et de colère. Elle a accusé Rayleigh d'avoir triché. Rayleigh a raillé. Ce n'était pas un duel de chevaliers. Elle a clairement déclaré qu'on lui avait proposé 2 choix. Elle a choisi de se battre, et de plus, elle allait gagner à coup sûr. Dans le coin, Olivia priait toujours en silence. Rayleigh, elle, tenait la tête haute, adressant une invitation au duel à l'ensemble de ses adversaires. Pendant ce temps, sur un autre champ de bataille, l'atmosphère était d'une tension tout à fait comparable. Garen arrêta sévèrement Rebecca au moment où elle allait prononcer le nom de sa petite fille. Mais Rebecca ne s'en souciait absolument pas. Un sourire glacial se dessinait au coin de ses lèvres. Elle fixa Garen du regard, ses yeux lumineux brûlaient d'une haine résolue. Elle déclara mot à mot qu'elle vengerait Sharon. Le test de sélection d'il y a 2 ans fut le début de toute la haine de Rebecca. Elle traversa la ligne jaune la première, se retournant avec excitation pour retrouver sa meilleure amie. Mais elle découvrit Sharon loin derrière, poursuivie de très près par une statue gigantesque. Rebecca était horrifiée, ne comprenant pas pourquoi elle était la seule en danger. L'administrateur à côté d'elle laissa échapper un rire moqueur, dur et froid. Les gens autour semblaient incapables d'entendre ses appels à l'aide et se joignaient au rire. Elle ne pouvait que regarder impuissante tandis que la statue s'abattait sur Sharon, le sang chaud giclant sur sa joue. Après le choc, une rage folle et démesurée l'a entièrement consumée. C'est alors qu'elle a révélé à Garen que ces individus auraient pu la sauver. Mais ils avaient humilié Sharon, c'est pourquoi elle les a abattus. C'était sa vengeance. Garen l'a accusée d'embellir un meurtre par vengeance, salissant l'honneur de sa petite fille. Il y a 2 ans, un administrateur est mort mystérieusement. Il y a 1 an, plusieurs mages vétérans sont morts successivement. Depuis lors, Rebecca est devenue une meurtrière que l'on craignait. Garen a condamné ses actions, jugeant qu'elle n'avait aucun bénéfice pour la réputation de Sharon. Aujourd'hui donc, il mettrait personnellement fin à tout cela, uniquement pour restaurer l'honneur de sa petite fille, qui avait été souillée par le meurtrier. En entendant cela, Rebecca rit, le rire plein de sarcasme. Elle se demandait s'il ne se souciait au fond que de cet honneur ridicule dans son cœur. Sa seule petite fille était morte, et lui, il ne pensait qu'à la réputation de la famille. Garen retira sa main, son ton exprimant la confusion. Il s'était toujours demandé avec curiosité comment une personne telle qu'elle pouvait être l'amie de sa petite fille. Rebecca se mit également à rire, demandant à son tour comment la si pure Sharon pouvait bien avoir un tel membre de sa famille. Qu'elle la traitait de vieil homme, de façon provocatrice, se plaignant qu'il parlait beaucoup trop et suggérant que les mages communiquent uniquement par la magie. N'était-ce pas exactement ce qu'il enseignait à Sharon? Garen a finalement réussi à contenir toutes ses émotions. La puissance magique autour de lui commença à se déchaîner. Il lança un dernier avertissement, lui interdisant de prononcer à nouveau le nom de sa petite fille. Rebecca, délibérément, prononça ce nom, mot par mot. C'était sa meilleure amie et sa seule petite fille. La colère de Garen atteignit son paroxysme, libérant instantanément une magie d'une violence inouïe. Les éléments du vent se transformèrent en une tempête destructrice, faisant voler en éclats les murs environnants. Un énorme rocher s'écrasa violemment sur le visage de Rebecca, mais son corps se dissipa comme un fantôme. Garen découvrit, avec une irritation non dissimulée, qu'il ne s'agissait que d'un clone. Il lança de nouveau un puissant sortilège. Un faisceau de lumière précis balayait et cherchait les ruines. Il pensait avoir ciblé son vrai corps quand la lumière jaillit, mais cette fois, la Rebecca trouvée se dissout lentement en un fantôme.
Le cœur de Garen sonna l'alarme, car une épée courte et froide l'avait déjà poignardé par derrière. L'idée de se défendre lui traversa l'esprit, mais tout était déjà trop tard. La lame imprégnée de pouvoir magique lui transperça la gorge sans aucune obstruction. Rebecca sourit et retira la dague, le sang jaillissant avec elle. Garen serra fortement sa blessure, le cœur rempli d'une profonde confusion. Comment a-t-elle pu le trouver et l'approcher si rapidement? Son sens du temps se mit à ralentir, le monde entier se mettait à tourner. Ce sentiment qu'il avait éprouvé d'innombrables fois sur le champ de bataille, c'était le signe avant-coureur de la mort qui descendait. Cependant, l'instant d'après, sa conscience fut ramenée violemment à la dure réalité. Rebecca se tenait là, parfaitement intacte, juste devant lui. Son ton révélait une déception manifeste et évidente, se plaignant que la vitesse de Garen pour se libérer de l'illusion était encore plus lente que celle de Rayleigh. Elle lui a alors posé une question cruelle, pleine de moquerie, lui demandant s'il venait de voir l'instant de sa propre mort. Le cœur de Garen battait violemment. Ce fantôme de la défaite était bien trop réel, il l'étouffait presque. Il n'a pu que se forcer à retrouver son calme et à redresser son col, rétorquant avec force que cette méthode était absolument méprisable. Mais Rebecca s'est mise à rire, déclarant que comparé à son propre piège, cela n'était absolument rien. Elle avait compris depuis longtemps que le champ de bataille lui-même n'était en réalité qu'un simple appât. Il a délibérément laissé l'énergie du noyau s'échapper, uniquement pour l'attirer. Garen resta silencieux pendant un court instant avant de finalement l'admettre d'un ton sombre. Il savait parfaitement qu'aucun mage n'était aussi avide de combat qu'elle. Rebecca a reconnu qu'elle avait eu l'intention d'accepter cette invitation, mais que Rayleigh l'en avait dissuadée. En entendant ces mots, Garen brandit violemment son bâton, le pointant directement à la hauteur de sa gorge. Étant donné qu'elle n'était pas tombée dans le panneau, il avait décidé de venir en personne pour mettre un terme définitif à toute cette histoire. Rebecca n'a pas cherché à esquiver ou à éviter, mais a plutôt caressé son bâton, puis elle a affiché un sourire moqueur, presque démentiel. Lui demandant si, pour l'amour d'elle, il avait déjà massacré des dizaines de personnes. En ce moment, pourquoi faire semblant d'être moralisateur? N'était-ce pas contradictoire? Garen était resté sans voix, étranglé. Il avait affirmé avec force avoir vu sa mort dans l'illusion à l'instant, et maintenant il ferait de ce fantôme une réalité. Mais Rebecca est soudain tombée dans la réminiscence, se souvenant des mots de sa mère. Les herboristes tombent souvent des falaises, les épéistes meurent finalement par l'épée, les alchimistes périssent à cause de potions interdites qu'ils concoctent eux-mêmes, et les mages devraient légitimement finir en lançant un sort. Le dernier souhait de sa mère était qu'elle tombe en tant que mage. Les yeux de Rebecca brûlaient, d'un esprit combatif fervent et pur. Elle aspirait à être témoin direct de la mort qu'il avait prophétisée. Ainsi, ses 27 années en tant que mage seraient accomplies. Le duel commença officiellement à cet instant. De l'autre côté, la seule provocation de Rayleigh enflamma complètement la bataille. Dorothy trembla de rage de tout son corps, sa raison se brisant instantanément, incapable de tolérer qu'un débutant les méprise à ce point. Une puissance magique violente a éclaté bruyamment. Grimoire secoua discrètement la tête. L'émotion rendait la magie pleine de défauts. Rayleigh esquiva avec grâce. L'attaque n'a même pas touché l'ourlet de sa robe. Harpel essaya de faire revenir Dorothy au calme rapidement. Grimoire observait la situation de la bataille. Il avait déjà entrevu l'aube de la victoire dans son cœur. Des fleurs mangeuses d'hommes et des lierres d'ombre attaquaient en coordination. L'offensive semblait féroce. Rayleigh traversait la crise, esquivant aisément. Le visage de Dorothy pâlissait, dû à la blessure et à la consomption. La vitesse des attaques ralentissait visiblement. Grimoire vit qu'elle était déjà épuisée physiquement et mentalement. Elle était arrivée au bout du rouleau. En continuant ainsi, leur victoire était certaine. Mais Rayleigh était anxieuse. Elle était impatiente d'aller soutenir Rebecca. Grimoire la guida immédiatement, coupa la connexion entre la mage et les créatures invoquées. Rayleigh comprit. La pointe de son pied effleura une liane, s'en servant pour bondir dans les airs. Dorothy et Harpel furent stupéfaites, ne s'attendant pas à la voir charger en arrière. En utilisant la recherche de trajectoire, sa silhouette a vacillé, tel un véritable fantôme. L'objectif était extrêmement clair, elle visait directement le mage lui-même. Le moyen le plus direct de rompre cette connexion était d'attaquer le lanceur de sorts. La seconde d'après, son poing s'est déjà violemment écrasé vers le visage d'Harpel. Harpel et Dorothy sont tombés l'un après l'autre. Le combat s'est alors interrompu de manière abrupte. Rayleigh haletait. La fatigue due à une concentration excessive commençait à se faire sentir. Grimoire l'interrogea avec inquiétude sur son état. À cet instant précis, un murmure sourd et continu émanant du coin attira leur attention. Olivia, toujours recroquevillée dans l'obscurité, prononçait des incantations à voix basse. Elle n'avait que de légères éraflures, car elle s'était préservée elle-même pendant toute la durée de la mêlée. Un faible son, un gémissement attira leur regard vers l'autre côté. Le golem doré était recroquevillé et tremblait. Son torse était percé d'un large trou causé par des plantes. Ce noyau lumineux était déjà exposé. Rayleigh tendit la main pour l'extraire. Le golem devint complètement immobile à partir de ce moment. Et une seule idée lui restait en tête. Elle devait aller aider Rebecca maintenant. Elle activa d'urgence la magie de repérage, cherchant à se fixer sur la position de Rebecca. Cependant, le résultat du retour d'information lui donna l'impression de plonger instantanément dans un puits de glace. Elle ne sentait pas l'énergie de Rebecca, pas la moindre trace. Une voix froide retentit derrière elle, annonçant le résultat. Garen s'approcha lentement, les informant de la mort de Rebecca Duncan. Rayleigh refusait d'y croire. Comment une présence aussi évidente pouvait-elle disparaître? Mais Grimoire ne pouvait qu'à peine sentir un faible vestige. La règle qu'une seule mort élimine toute l'équipe résonnait dans l'esprit de Rayleigh. Une année entière de préparation et d'anticipation se terminait ainsi. Guérin croyait que la mort de Rebecca était l'expiation de ses péchés. Rayleigh le regarda directement, lui demandant s'il vengeait sa famille. Mais Guérin répondit qu'il l'avait fait pour un honneur plus important. Cette réponse laissa Rayleigh dégoûtée et troublée par l'absurdité. Elle s'est moquée de lui d'être si hypocrite, méprisant les autres alors qu'il faisait la même chose, se servant de test pour assouvir une vengeance personnelle, ce qui n'était pas différent de ce qu'il détestait. Mais Guérin n'a fait qu'une pâle tentative d'excuse. La déception et une colère froide s'entremêlèrent et montèrent au fond du cœur de Rayleigh. À l'instant où elle ouvrit les yeux, une immense puissance magique jaillit de manière incontrôlable. Garen la regarda avec incrédulité, lui demandant si elle voulait se battre. Le test était déjà terminé. Pourquoi était-elle encore si persistante? Il ricana, lui demandant si elle voulait venger cet ami vaurien. Rayleigh nia cette affirmation dans son cœur. La source de sa colère n'était pas l'amitié, mais le plan détruit. Elle se fichait de leur rancune, seuls les résultats comptaient. À cause de la mort de Rebecca, son année d'effort est partie en fumée.
Ce temps perdu doit aussi lui faire payer le prix. Guérin reconnaissait en elle une adversaire redoutable, mais d'une habileté suprême. Mais il constatait que sa puissance ne suffisait pas encore à percer sa défense. Rayleigh s'était déjà élancé vers l'avant. Son poing, enveloppé de puissance magique, s'abattit. Guérin esquiva sur le côté, tandis qu'une énorme barrière magique se déployait aussitôt. Rayleigh tira 5 missiles magiques à la suite, tous interceptés sans difficulté par cette barrière. La force de rebond l'a forcé à reculer. Grimoire aussi a réalisé le problème. La puissance explosive seule ne pouvait pas percer. Ils avaient besoin d'une puissance de feu plus importante. Ils devaient utiliser l'environnement des ruines pour trouver d'autres façons de gagner. En ce moment critique, le regard de Grimoire retomba sur le coin. Olivia était toujours là, psalmodiant des sorts avec une concentration totale. Un doute subtil traversa les pensées de Grimoire comme un éclair. Elle récitait la même incantation depuis le début. Était-ce vraiment par peur? Il semblait dès le début qu'elle préparait silencieusement une contre-attaque désespérée. Il a immédiatement utilisé la télépathie pour contacter Rayleigh, qui luttait au combat. L'élément clé pour renverser la vapeur était à leur côté depuis le début. Guérin leur dit d'abandonner cette lutte inutile. Grimoire fit gagner du temps à Rayleigh pour Olivia. Rayleigh a agi comme prévu, demandant plus de temps de réflexion à Guérin. Guérin a pris son intention pour une reddition et l'a arrogamment autorisée. Rayleigh a accéléré sa réflexion. Grimoire pria pour qu'Olivia réussisse immédiatement. Il se plaça aux côtés d'Olivia, observant attentivement chacun de ses mouvements, et découvrit, stupéfait, que la prononciation et la structure de son incantation étaient absolument impeccables, un niveau de génie qu'il n'avait tout simplement jamais rencontré. Cependant, son incantation possédait un défaut fatal. Le sort d'activation le plus crucial avait été perdu depuis longtemps, emporté par le fleuve du temps. Rayleigh demanda par télépathie comment elle pourrait compenser ce qui faisait défaut. Grimoire lui adressa un sourire. Il se rappela par hasard ce sort qu'il avait créé il y a des milliers d'années. Il fit immédiatement de Rayleigh la messagère, transmettant l'espoir à Olivia. Rayleigh se connecta soudainement à Olivia par télépathie, lui disant qu'il manquait le maillon le plus crucial au champ. Olivia la regarda surprise, de nouvelles flammes brûlant dans ses yeux. Rayleigh a transmis les paroles de Grimoire, lui promettant de révéler la partie manquante, mais exigeant qu'elle ne demande rien sur l'origine de ce savoir. Olivia hocha la tête sans hésiter. Guérin sentit quelque chose d'anormal à cet instant, se demandant s'ils allaient se rendre. À la place, d'obscures et anciennes syllabes sortirent de la bouche de Rayleigh. La lumière dans les yeux d'Olivia devint de plus en plus vive. Elle comprit enfin tout. Guérin, lui, réalisa qu'il avait été trompé. Il n'avait jamais eu l'intention de céder. À ce moment-là, des briques tombaient sur sa barrière solide. Tout l'espace en ruine se mit à trembler comme s'il allait s'effondrer. Guérin a crié d'horreur, demandant ce qu'ils avaient fait. Rayleigh a ricané, lui disant de demander à ce coéquipier lumineux lui-même. Les yeux de Guérin s'écarquillèrent, reconnaissant la source de ce pouvoir. C'était en fait de la magie ancienne perdue depuis longtemps. Il a demandé comment ils avaient activé ce pouvoir oublié par le temps, mais Rayleigh lui a rappelé que l'urgence était d'arrêter le lancement du sort. Sinon, avant que la magie ne s'achève, il risquait d'être enterré ici. Cependant, Guérin jeta la prudence au vent, lançant plusieurs projectiles magiques vers Olivia. Rayleigh immédiatement utilisa la dissipation de la magie. En défendant tout en transmettant le sort, elle avait atteint sa limite. Les incantations d'Olivia atteignaient elles aussi leur point le plus critique. Un cercle magique immense et complexe se déployait sous ses pieds. Grimoire regarda sa transformation avec soulagement. Une puissance interdite, assez forte pour réécrire les légendes, était sur le point d'être recréée. La lumière convergea et un artefact magique contenant un pouvoir ancien apparut dans sa main. Rayleigh et Guérin restèrent tous deux sans voix, choqués par cette scène. Olivia utilisa toute sa force, criant le décret final. Elle fit appel à la lumière éclatante et aux flammes dévorantes, afin qu'elle revienne dans ce monde. La seconde suivante, une gigantesque boule de feu déchira le ciel, s'abattant comme une punition divine. Grimoire observa cette lumière de feu s'élever dans les airs, le laissant complètement incrédule. C'est la puissance qu'Olivia a déchaînée lors de sa première tentative. Son talent était véritablement incroyable. Il vérifia rapidement l'état de Rayleigh, constatant qu'elle était juste épuisée, sans blessure grave. Olivia s'approcha en trébuchant pour montrer son inquiétude, mais elle trébucha maladroitement sur une pierre. Grimoire se sentit impuissant, puis commença une évaluation sérieuse. Elle possédait une concentration, une persévérance et un talent magique ancien extraordinaire. Pas encore parfaite, son potentiel de croissance était absolument illimité. Rayleigh se réveilla et Grimoire poussa un soupir de soulagement. Elle eut du mal à se relever, insistant pour vérifier la condition de Garon en premier. Grimoire estima que l'adversaire était très gravement blessé et nécessiterait des semaines pour se rétablir. Rayleigh se remémora cette scène absolument terrifiante. Les flammes s'abattirent, tel un châtiment divin. Au dernier instant, Garon jeta un sort défensif de maître. Ce solide bouclier triangulaire bloqua l'essentiel de l'impact explosif. Ce qui surprit Rayleigh le plus, c'est qu'il les ait protégés à l'intérieur même. Grimoire a aussi souligné que sans cela, ils auraient été gravement blessés. Cela semblait indiquer que Garon n'avait jamais eu l'intention de tuer, mais Rayleigh ne comprenait pas pourquoi il avait attaqué comme pour la tuer. Grimoire lui tapota légèrement le visage pour le lui rappeler. Clairement, elle avait attaqué la première. Rayleigh resta bouche bée. Elle s'est penchée pour leur donner des soins d'urgence, stabilisant leurs circuits énergétiques. Puis elle a pris le noyau de leur équipe. Elle estima que c'était une riposte équivalente, espérant pouvoir se battre à nouveau l'année prochaine, puis jeta le noyau au fond de la falaise sans fin, s'assurant ainsi que personne ne pourrait le récupérer. Elle examina leur propre noyau, décidant finalement de le garder comme souvenir, le rangeant dans son sac. Elle a invité Olivia à se promener dans le jardin avant la fin du test. La tranquillité des ruines semblait particulièrement précieuse. Mais Olivia n'a pu s'empêcher de poser la question qui la taraudait. Elle voulait savoir pourquoi Rayleigh connaissait la clé de la magie ancienne. Rayleigh lui a juste calmement rappelé sa promesse de ne pas demander. Olivia baissa immédiatement la tête comme si elle avait fait une erreur, abattue mais obéissante. Grimoire pensa que cette fille était vraiment trop facile à gérer. L'atmosphère devint soudain un peu lourde. Ils pensèrent par coïncidence à Rebecca. Rayleigh était triste pour l'examen et la perte d'un coéquipier, mais la voix de Grimoire retentit, apportant du réconfort. Et il trouvait cette expérience imparfaite, mais les gains restèrent précieux, donc retarder d'1 an n'était pas un souci. Ils pourraient retenter leur chance, pour finalement entrer dans la tour Urantes, démasquant cette fraude. Rayleigh a promis de récupérer des réalisations volées. Grimoire a rectifié, disant que l'immortalité était son rêve initial. Il a juste fait compléter cette recherche par sa disciple Martha.
Si les collaborateurs pouvaient vivre éternellement, ils n'auraient pas besoin de changer de partenaire. Avant Martha, de nombreux disciples avaient participé à cette recherche. Ce sortilège d'immortalité était la cristallisation de la sagesse collective, pas le mérite d'une seule personne. Après avoir écouté, son désir de vengeance devint encore plus déterminé. Il devait rendre justice au grimoire trompé et à ses disciples. Grimoire l'encouragea aussi. S'entraîner une année de plus était tout à fait acceptable. À ce moment-là, une goutte de liquide noir tomba soudain sur le visage de Réali. Ils levèrent les yeux, choqués, pour voir Rebecca suspendue la tête en bas au-dessus d'eux. Rebecca cria désespérément de la faire descendre rapidement. Tout le monde la fixa, les yeux écarquillés d'incrédulité. Réali demanda pourquoi elle était encore en vie. Rebecca a réfuté avec colère le mensonge de Garon. Réali se souvint de la menace de Garon à l'époque. C'était en fait une ruse pour les forcer à abandonner. Mais Grimoire découvrit pourquoi il ne pouvait pas sentir la présence de Rebecca. Son corps entier était enveloppé de peau de dragon, son énergie entièrement protégée. Réali lança un sortilège et les cordes se brisèrent en réponse. Rebecca poussa un long soupir de soulagement après l'atterrissage, retrouvant enfin ses esprits. Elle a sincèrement loué l'exquis travail de sortilège de Réali, car elle ne pouvait se libérer de cette entrave, quoi qu'elle fasse. Réali l'a modestement attribué à l'effort, mais a ressenti une étrange sensation. Elle et Grimoire ont échangé des regards, sentant simultanément que quelque chose clochait. Rebecca n'avait pas la moindre blessure. C'était vraiment trop étrange, comme si elle n'avait jamais vraiment affronté ce puissant mage. Réali a demandé à Rebecca pourquoi Garon l'avait épargnée. Rebecca se tut, ses yeux papillonnant d'incertitude. Puis elle donna une raison superficielle, disant qu'il dédaignait la tuer, ajoutant que la faire renoncer à l'épreuve était la méthode d'expiation exigée par Garon. Mais Réali était encore plus perplexe. Ils étaient unanimes, Garon ne lui pardonnerait jamais pour ça. Ce profond ressentiment ne pouvait pas s'estomper facilement. À moins que Rebecca n'y laisse sa vie, rien ne pouvait l'apaiser. Pourtant, elle se tenait là, intacte, mentant de toute évidence. Peut-être parce que les épreuves étaient surveillées par des mages de haut niveau, ou peut-être avait-elle des difficultés inavouables. Réali décida de ne pas insister davantage, tant que sa compagne était en vie. Rebecca força un sourire, pensant que l'équipe avait déjà abandonné le test. Elle dit avec autodérision qu'elle passerait l'examen pour la 4e fois, mais son ton ne pouvait cacher sa déception. Réali et Olivia ont démasqué son imposture. Ils n'ont pu extraire que ce cœur lumineux. La lumière éclaira le visage stupéfait de Rebecca. Immédiatement après, des cris extatiques ont déchiré le silence de la forêt. Rebecca dansait et criait, sautant de joie avec enthousiasme. Réali regarda sa coéquipière bruyante. Une chaleur monta dans son cœur. Mais de l'autre côté, l'ambiance devint glaciale. Les sanglots de Dorothy étaient intermittents. Elle était pleine d'autoculpabilité. Harpel, de son côté, a également pris la responsabilité de cet échec. Il pensait que sa sous-estimation avait conduit à une déroute totale. S'ils avaient combattu à pleine puissance, l'issue serait autre. Garon écoutait, sachant au fond de lui que la vérité n'était pas celle-là. Même si les deux s'unissaient, il ne ferait peut-être pas le poids face à cette novice. Les traces de la bataille montrèrent qu'il s'était battu sérieusement, et cette fille avait même osé l'affronter de front, seule, à la fin. Le talent et le courage qu'elle avait montré dépassaient de loin son imagination. Il sourit amèrement, prenant toute la responsabilité sur lui. Ses espoirs d'entrer dans la tour des mages déçus le rendaient profondément fatigué. Harpel le réconforta, lui disant qu'il y aurait encore une chance l'année prochaine. Dorothy acquiesça également. Garon regarda ses jeunes coéquipiers, une chaleur montant dans son cœur. À ce moment-là, de nouvelles silhouettes leur barrèrent le chemin. Une autre équipe tenant un noyau apparut devant eux. La chef, Pamela, était une puissante mage douée pour le pistage. Le cœur de Garon se serra, songeant à éviter tout conflit. Il allait parler, pour dire qu'il ne voulait pas se battre, mais Pamela sourit et fit quelque chose d'étonnant. Elle s'agenouilla directement, offrant son noyau, annonçant bruyamment sa reddition, demandant à l'équipe de Garon de l'accepter. Les partenaires de Pamela étaient aussi choqués. Ils en avaient déjà laissé filer un, pourquoi en offrir un autre maintenant? Pamela demanda froidement qui osait défier Théowald. En entendant ce nom, les voix interrogatives devinrent aussitôt des halètements effrayés. Pamela dit avec optimisme qu'il restait 10 minutes. Elle était convaincue qu'il trouverait le dernier noyau. À ce moment précis, dans la salle d'observation, l'administratrice afficha un sourire. Elle enregistra les résultats finaux, annonçant que le second test était terminé. Après avoir traversé les épreuves du retour à la surface, tout le monde était épuisé. Même si les blessures de Rebecca avaient guéri, la fatigue la suivait comme une ombre. Ce qui lui importait le plus, c'était l'examen de sélection finale qui devait avoir lieu dans une semaine. Ce serait dans les entretiens individuels avec les grands mages des 5 plus hautes tours. Grimoire pensait que c'était une belle occasion de mettre en valeur les talents de Réali. Plus important encore, il pourrait enfin rencontrer cette détestable Yana Rantis. Rebecca a décidé de trouver des amis où loger. Réali se rappela qu'elle l'avait piégée dans une auberge minable. Elle ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Rebecca a dit au revoir avec un sourire, acceptant de se revoir dans une semaine. Olivia logeait dans le même hôtel que Réali, mais elle prévoyait d'aller d'abord à la bibliothèque. Réali était retournée seule au Steenwood Grand Hotel. Elle rêvait du plaisir des bains chauds et de savourer une glace du service en chambre. Cependant, au moment où elle a poussé la porte, toutes ses fantaisies se sont brisées. Garon et ses coéquipiers séjournaient également ici. Avant que Réali ne puisse réagir, Dorothy s'était déjà précipitée vers la porte comme un tourbillon. Elle a fixé Réali une seconde avec des yeux pleins de rancune, puis a immédiatement affiché un sourire éclatant. Elle a étreint Rayleigh avec enthousiasme, se présentant aussitôt. Elle a affirmé sans détour qu'elle appréciait vraiment les jolies filles mignonnes comme Rayleigh. Rayleigh en a profité pour demander pourquoi elles avaient réussi la deuxième étape, apprenant que quelqu'un avait en fait offert un noyau à Garon dans les 10 dernières minutes. Garon a calmement annoncé que l'équipe avait aussi avancé. Il ne s'attendait pas à ce qu'une chose aussi absurde se produise. À ce moment, Harpel invita Rayleigh à partager le festin préparé par le chef royal. Rayleigh oublia immédiatement tout et accepta rapidement. À table, Rayleigh dévora les délicieux plats avec une grande satisfaction. Grimoire la taquina d'être gourmande, ce à quoi elle rétorqua qu'elle grandissait encore. À ce moment précis, la conversation excitée de Pamela attira leur attention.
Elle se plaignait bruyamment de l'absurdité de l'administrateur à placer des noyaux au pied des falaises. La vraie coupable, Riley, baissa silencieusement la tête pour manger. Garon a loué Pamela comme la meilleure éclaireuse, mais Pamela a attribué tout le mérite à son disciple silencieux à ses côtés. Elle a qualifié Gilbert de génie qu'elle cultivait secrètement. Garon a montré de l'intérêt, voulant en savoir plus sur lui. Pamela se mit aussitôt à faire l'éloge des talents de son disciple avec éloquence. Gilbert écouta les louanges, mais ne dit rien. Grimoire pensait que cette personne était vraiment immodeste. À ce moment-là, Pamela a affirmé que la rapidité de Gilbert lors du premier test était sans égale. Dorothy est intervenue, rappelant le record de 4 heures établi par Rebecca. Pamela a rejeté cette idée, jugeant que Rebecca trichait avec des clones. Donc, Garon était premier. Son Gilbert devrait légitimement se classer deuxième. Mais Garon parla calmement, disant qu'il y avait un malentendu. Il ne faisait pas référence à Rebecca. Au lieu de cela, il se tourna vers Riley, demandant combien de temps Riley avait mis pour réussir le premier test. Riley répondit avec honnêteté, environ 6h30. Ce chiffre fit instantanément taire toute la table. Le visage de Garon afficha un sourire fier, comme s'il s'y attendait. Pamela était stupéfaite, absolument incapable d'y croire. Le silencieux Gilbert a soudainement posé ses couverts. Il a fixé Riley du regard, semant le doute. Un novice ne pourrait jamais réussir l'examen avec tant de facilité. Il a sous-entendu que des méthodes de triche inconnues se cachaient derrière cela. Grimoire se sentit complètement sans voix, mais Riley ne s'en souciait absolument pas. Les yeux de Dorothy devinrent froids, puis la puissante magie émanant d'elle fit douter s'il pourrait la vaincre. Gilbert fut instantanément sans voix. Il savait pertinemment que la force de Dorothy était insondable. Constatant son silence, Dorothy étreignit froidement Riley et annonça le résultat. Elle et Harpel avaient déjà perdu face à Riley. Gilbert pensait que cela allait totalement à l'encontre de la logique. Garon posa ses couverts à cet instant, intervenant avec calme dans cette querelle. Il a dit qu'il comprenait la confusion de Gilbert car tout le monde avait sous-estimé Riley autrefois. Le doute était la nature du mage, mais les circonstances et la bienséance devaient être considérées. Manifester de l'hostilité à la table de fête était clairement inapproprié. Gilbert baissa la tête, gêné, réalisant sa perte de sang-froid. Pamela a vite apaisé la situation, s'excusant de l'impolitesse de son disciple. Finalement, Gilbert s'inclina en s'excusant et Garon, magnanime, exprima son pardon. Mais il ajouta que s'il doutait vraiment, il n'avait là qu'à s'affronter après pour vérifier. À ces mots, Riley a lancé un regard de défi. Le cœur de Gilbert s'est serré. Il s'est senti intimidé. Grimoire jugeait sa menace superflue, mais Riley y voyait un moyen d'éviter de futurs ennuis et de retrouver la paix. À cet instant, un coup retentit à la porte. Pamela sourit, permettant au nouvel invité d'entrer. Mais en voyant Olivia, son sourire se transforma aussitôt en un cri. Pamela puis s'évanouit. La réunion se termina vite dans le chaos et Riley aussi se leva pour partir. En chemin, elle a soudainement proposé une idée audacieuse. Elle voulait savoir s'il y avait un moyen de vivre le second éveil plus tôt. Grimoire n'était pas surpris. Il sentait déjà qu'elle avait un blocage, et le second éveil, la voie rapide d'un mage. Période de croissance après l'âge adulte. Ses méthodes d'attaque actuelles étaient limitées. L'éveil précoce était bien le meilleur moyen de percer, mais c'était ce qu'on appelait l'éveil précoce. Le processus violerait les lois naturelles. C'était extrêmement difficile et douloureux. Les cas de succès étaient rares, comme des plumes de phénix. Il lui a demandé si elle tiendrait le coup. La réponse de Welly fut sans hésitation. Elle a dit fermement de le faire. Grimoire sourit. Cela lui convenait parfaitement. De retour dans la pièce, Riley commença une étude approfondie des principes d'éveil. Elle apprit que le corps des mages contenait une graine élémentaire. Il lui fallait une irrigation magique pour s'éveiller. Cela la piégeait dans un paradoxe. Elle avait besoin de plus de magie pour éveiller la graine, et l'éveil de la graine fournirait plus de magie. Le grimoire révéla la clé. L'ensemble du processus a débuté par un mensonge. Elle fut contrainte de tromper son cœur magique, en lui faisant croire que l'énergie magique était déjà abondante. Utilisant cela pour forcer la graine élémentaire à libérer son pouvoir plus tôt et à le renvoyer. Cela nécessitait des dizaines d'étapes de préparation ardues, environ 5 semaines au total. Il a souligné à nouveau que ce serait l'épreuve infernale la plus douloureuse à ce jour et l'a encouragé avec la devise « Une plus grande douleur apporte de plus douces récompenses ». Riley l'a simplement regardé, elle n'y croyait pas du tout. Elle ferma le livre, se préparant à commencer immédiatement. Elle condensa vraiment le premier filet de pouvoir magique. Suivant les instructions, elle commença à construire une force illusoire vers la graine intérieure. Une douleur intense et inconnue l'envahit instantanément, comme si sa chair était déchirée. Le grimoire lui dit qu'elle devait endurer. Ce n'était que le début. Selon l'expérience de Grimoire, l'éveil magique s'accompagnerait d'une douleur immense. Les vaisseaux sanguins dans tout le corps semblaient brûler comme des flammes. Il avait préparé Riley à l'épreuve. Les 5 prochaines semaines seraient un enfer. Mais 5 jours plus tard, Riley n'avait plus besoin de ses encouragements. L'orbe magique dansant dans sa paume annonçait que l'éveil était déjà complet. Riley avait vraiment poussé un soupir de soulagement, pensant que la description faite plus tôt par le mentor n'était qu'une simple tentative de motivation. Mais Grimoire la regardait d'une manière qui rappelait la vue d'un monstre. Il n'avait absolument pas exagéré. C'était un supplice. Il fallait 5 semaines aux gens ordinaires pour endurer. Ses autres disciples s'étaient tous évanouis de douleur. Pourtant Riley trouvait la douleur supportable, même capable d'en contrôler le rythme. Elle a mentionné avec indifférence qu'elle avait connu pire à la guilde des voleurs. Grimoire n'a pas pu s'empêcher de demander qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement là-bas. Riley sombra dans de douloureux souvenirs. À ce moment-là, elle était attachée à un pilier, regardant les autres savourer de délicieux plats. Elle ne pouvait que ronger de la poitrine de poulet sèche et dure, sans boisson. Elle affirmait fermement que c'était infiniment plus douloureux que l'éveil magique. Le grimoire ne pouvait que la considérer comme une anomalie, mais il ne pouvait pas non plus cacher sa satisfaction, car son élément était excellent. L'élément foudre combinait la puissance destructrice du feu avec la rapidité du vent. Très complet. Il était curieux de savoir si son expérience était liée à la foudre, comme avoir été frappé.
Après tout, les éléments magiques étaient souvent étroitement liés aux expériences des gens. R'lyeh secoua la tête en signe de déni. Elle n'avait jamais eu aucun contact avec la foudre. Grimoire spéculait que cela était peut-être lié à ses caractéristiques d'agilité de voleuse. R'lyeh était vraiment impatiente de tester sa puissance nouvellement acquise. Grimoire, elle aussi, insistait sur l'importance d'un combat réel et proposa d'aller dehors pour trouver des adversaires. Cependant, au moment d'ouvrir la porte, elles furent toutes deux complètement stupéfaites. Gilbert se tenait là, juste devant elle, en fait. Gilbert fut également surpris, mais il hurla immédiatement son obsession. Il exigea alors un duel en bonne et due forme avec R'lyeh. R'lyeh et Grimoire étaient absolument ravis. Un adversaire s'est effectivement livré à eux. Peu après, Gilbert sentit que quelque chose clochait. Les choses ont vite dégénéré, la nouvelle attirant d'innombrables spectateurs. Même les administrateurs d'examens et des gens des grandes tours de mages sont venus. Gilbert se tenait perplexe dans la foule. Il ne comprenait pas pourquoi un simple duel attirerait une telle formation. Ses pensées le ramenèrent 5 jours en arrière. Il croyait fermement qu'il n'avait absolument pas peur. Il y a 4 jours, il a commencé à chercher R'lyeh mais ne l'a jamais vue. Il y a 3 jours, il a appris par Géron qu'elle vivait dans la chambre d'en face. Il y a 2 jours, il a frappé pour la défier mais n'a eu aucune réponse. Cela l'a rendu fou de joie, convaincu qu'elle l'évitait par lâcheté. Il y a un jour, il était encore plus certain que l'adversaire n'était qu'un lâche. Mais maintenant, en regardant cette scène animée, sa confiance commençait à vaciller. Surtout en voyant R'lyeh parler avec Géron, son cœur devenait de plus en plus incertain. Heureusement, son mentor Pamela est apparue juste à temps, lui tapotant l'épaule pour l'encourager. Elle rappela à Gilbert que cet adversaire n'était qu'un novice non éveillé et que ce duel était observé par les plus grands noms du monde magique. C'était donc une excellente opportunité de prouver son génie à tous. Gilbert retrouva instantanément confiance, sa poitrine se gonflant à nouveau. L'autre présenta bruyamment les deux parties, poussant l'ambiance à son paroxysme. D'un côté, le disciple de génie Gilbert Winifred. De l'autre, le nouveau venu R'lyeh. L'ordre de commencer le duel fut donné. La dernière trace d'hésitation dans le cœur de Gilbert fut remplacée par l'ambition. Il était temps de lui montrer le véritable fossé entre le génie et les gens du commun. Tous les regards étaient fixés, attendant de voir le résultat de ce duel.